Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui rêvait un temps de créer un fonds d'investissement spécialisé dans la bouffe. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Philibert, c'est vrai, c'est un rêve qui un jour deviendra réalité. Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour nous car nos deux invités sont associés dans un fonds d'investissement et pas n'importe lequel, vous verrez. On va donc parler finance et on va en profiter pour leur poser plein de questions sur le sujet car on parle souvent de financement dans ce podcast. Mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en parler avec des experts issus d'un fonds de financement. Mais rassurez-vous, évidemment, on va parler de bouffe comme d'habitude, car nos invités ont créé le premier fonds d'investissement français spécialisé dans le business de la bouffe. Nous sommes aujourd'hui avec Perrine Bismuth et Laurent Plantier, deux des fondateurs de French Food Capital. Bonjour Perrine, bonjour Laurent. Bonjour. Alors Perrine, Laurent, ensemble, on va évidemment revenir sur l'histoire de French Food Capital, ses particularités, son développement et les derniers investissements notamment, mais on aimerait d'abord vous connaître un peu mieux et pour ça, on va vous laisser vous présenter. On aimerait savoir ce que vous avez fait avant French Food Capital. Perrine, si tu veux, on peut commencer par toi. Quel est ton parcours ? J'ai l'habitude, c'est toujours honneur aux dames. Voilà, c'est pas très original, mais... Donc mon parcours, je suis entrepreneur. Donc moi j'ai commencé, je suis entrepreneur depuis que j'ai 24 ans. Donc j'ai commencé à travailler en étant entrepreneur. Ouais. J'ai beaucoup changé, donc j'ai beaucoup pivoté comme on dit aujourd'hui. Au départ j'ai commencé dans l'édition pour enfants. D'accord. Donc j'ai créé une société de licence de divertissement pour enfants sur les sujets de prévention santé, donc avec un dessin animé, un jeu de cartes à collectionner, des licences avec du linge de lit, enfin j'ai sur pas mal de sujets. Ouais. Entreprise qui ensuite a pivoté pour accompagner les entreprises sur tous les sujets de... Donc on crée des marques de prévention santé, d'univers de prévention santé pour les mutuelles, les compagnies d'assurance, les grosses entreprises. Et puis après, c'est devenu une société de conseil en innovation sociétale. D'accord. Donc l'idée, c'est d'être un peu des entrepreneurs freelance pour les grandes entreprises en les aidant à créer des marques, des services, des offres à double création de valeur, business et sociétale. Ça, c'est la deuxième maison, c'est ça ? C'est ton agence ? C'est la deuxième maison, mais en fait, c'est un pivoté, c'est un pivot, puisqu'au départ, en fait, la boîte d'édition de licence pour enfants est devenue la deuxième maison. D'accord. Et c'est cette entreprise qu'on a développée et qu'on a vendue après 10 ans à un groupe de communication coté sur Alternex qui s'appelle Makeya. Makeya, ouais, qui est connu. Ouais. Et voilà, qui est, c'est vrai. Oui, fait partie des l'univers plus de la communication. C'est vrai. Et je suis restée 2 ans pour accompagner la transition. Et le lendemain de mon départ, j'étais avec Laurent, puis avec Paul pour créer French Food Capital. Exactement, avec mon voisin. Et du coup, en fait, toi, la bouffe, c'est arrivé comment, en fait, dans ton cas spécifique ? C'est la rencontre avec Laurent ou ça date d'avant ? Non, ça date de bien avant. Bien avant. Alors déjà, la bouffe, c'est une passion. On en parlait avec Laurent, on a 2-3 passions communes dans le pâté en croûte, mais on en a d'autres. C'est un sujet très sérieux, ça, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Et ensuite, très vite, moi, dans la deuxième maison, ce qui me fascinait, c'est d'accompagner, j'avais quasiment que des clients dans l'agroalimentaire. D'accord. Pour accompagner tous les sujets d'innovation sociétale, tous les sujets d'alimentation durable. Donc, j'ai beaucoup travaillé par Danone, j'ai fait le plan alimentation durable de la ville de Paris pour toute sa restauration collective. J'ai travaillé pour Florette. Enfin, très vite, je me suis spécialisée là-dedans parce que je trouvais que c'était un secteur qui était en vraie mutation, en vraie transformation parce que, on est tous des consommateurs, donc on a tous envie de manger un peu différemment et ça suppose des vraies transformations tout au long de la chaîne de valeur. Donc ça, je trouvais ça fascinant. Ouais. Et je me suis toujours dit que ma deuxième vie entrepreneuriale, qui est French Food Capital, ce serait de travailler avec des entrepreneurs dans le secteur de l'alimentaire. Donc, un fonds, c'est pas mal pour ça. Quand tu as quitté Makeya, tu savais que tu allais t'orienter dans la bouffe. Ouais, exactement. J'étais sur la fin, j'étais en train de travailler un projet dans ce sens-là. Et effectivement, c'est autour de ce projet. C'est un ami commun qui nous a présenté avec Laurent. On a bu un café. Et petit à petit, on s'est dit, on n'a qu'à le faire ensemble, en fait. D'accord. Après, on va pas parler des origines de French Food tout de suite, on va garder ça pour plus tard. Laurent, est-ce que tu peux te présenter à ton tour ? Donc, Laurent Plantier, moi aussi, je suis entrepreneur et moi aussi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Bravo. Bravo à tous les deux. Tu n'as jamais été salarié, vous avez jamais été salarié. J'étais salarié pendant 2 ans, de 22 à 24 ans. D'accord. Et tu as commencé la vie d'entrepreneur dans quel domaine ? Dans un domaine un peu éloigné du glamour de la bouffe, puisque je fabriquais des produits pour le bâtiment. Seconde œuvre du bâtiment, mais y a toujours un lien, puisque traditionnellement, dans ces métiers, les contrats se signent autour
autour d'un bon plat et d'un verre de vin. Et du coup, notre question traditionnelle, pourquoi la bouffe? Comment toi, tu es arrivé dans la bouffe? Toujours par la famille. Hein. Ouais. Mon grand-père était confiseur chocolatier, mon oncle était confiseur, ma maman tient toujours une confiserie. Ah ouais. Tu as cassé la tradition alors. Ouais, j'ai cassé la tradition, mais j'ai quand même été élevé dans un métier Bien sûr. d'entrepreneur, artisan, Bien sûr. chocolatier confiseur dans le sud de la France. Et quand est-ce que tu as fait les pas professionnellement? Tu as pris la décision de travailler dans pas les professionnellement, c'était autour d'un café que j'ai pris avec Alain Ducasse. Ah, quand même, belle entrée en matière. Ouais. Et comment ça se fait qu'on se retrouve à prendre un café? Les hasards de la vie. D'abord, on est il y a près de 30 ans. Et l'intérêt pour nos métiers n'était pas les mêmes. Ouais. Tous les jeunes ne rêvaient pas de travailler pour un chef. Il n'y avait pas d'émission de télé, il n'y avait pas d'émission de radio, il n'y avait pas de podcast. Bien sûr. Et donc, on avait un ami commun et j'ai bu un café avec Alain et on ne s'est plus, on est tombé amoureux et on a décidé de travailler ensemble. Donc ça, lui, à l'époque, il avait combien d'établissements? Il avait quelle position pour resituer Alain un peu avait une position assez intéressante parce que quand je l'ai rencontré, il n'avait pas encore... Il venait d'ouvrir Paris. Et il avait toujours son restaurant à Monaco, mais il n'avait pas encore 2 fois 3 étoiles. D'accord. Ah, et en fait, je l'ai rencontré et le temps que moi, qu'on s'associe, Alain avec 2 fois 3 étoiles, il faut dire que ça a été un accélérateur énorme, puisque du coup, il est devenu un chef très particulier, puisque c'était à ce moment-là le seul chef français et dans le monde qui avait 2 fois 3 étoiles. Donc ça l'a sorti du lot quelque part, même si... ça l'a rendu unique. Ça l'a rendu unique et ça nous a permis quand même de développer l'entreprise beaucoup plus vite. Et du coup, lors de ta rencontre, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de travailler ensemble et qu'est-ce que tu as fait pour lui au début? Et puis maintenant, on va... Oui, moi c'était Alain m'a fait une promesse qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, Laurent, je sais pas si on va gagner de l'argent, mais je te promets, tu vas bien manger tous les jours. Ah ouais. Ouais, ça, il m'aurait convaincu. On n'a pas de mal à le croire. Dit ça. Et t'as bien mangé tous les jours. Ouais, non, je pense que moi j'avais le goût d'entreprendre et Alain aussi avait beaucoup de projets. Ouais. Donc on s'est réunis, on s'est retrouvés plus sur le projet d'entreprendre, de développer quelque chose, de développer une marque, même si on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Hein. On peut toujours dire qu'on avait une stratégie et qu'on l'appliquait, mais la réalité n'est pas là. Lui, il avait besoin à ce moment-là d'un businessman, de quelqu'un pour la... Ouais, il avait envie d'être accompagné par quelqu'un qui venait pas du sérail, qui venait pas du métier, puisqu'Alain voulait pas qu'on lui explique ni comment on fait la cuisine, ni comment on dirige une salle. Donc, je pense qu'il cherchait une personne qui ne venait pas de ce milieu et qui n'avait pas d'a priori par rapport à ses métiers, à ce milieu. Et je pense que ton background familial, de ta famille, en fait, ça te rendait un candidat quand même assez idéal parce que tu avais la connaissance business et la sensibilité au métier. Ouais. Et du coup, le deal, c'est ça, c'est que tu t'occupais du développement de sa marque. Oui, le deal était assez simple. Non, le deal était assez simple. Alain a dit qu'on s'associait un mariage réduit. On connaît ça, moi et Philippe. Un mariage réduit aux acquets, c'est-à-dire que tout ce que Alain avait créé avant notre rencontre, il a gardé. Bien sûr. Et le groupe Alain Ducasse, c'était tout ce qu'on a développé à partir du jour où on s'est rencontrés. Parce que du coup, concrètement, vous avez créé le groupe Alain Ducasse. Concrètement, on a créé le groupe Alain Ducasse. Alain avait une entreprise, bien entendu. Il était chef. Bien entendu, mais en fait, le groupe Alain Ducasse s'est créé à ce moment-là. Donc toi, tu es le cofondateur du groupe Alain Ducasse. Exactement. Voilà, ça, c'est pour le résumer. Oh, c'est très intéressant. Nous avons eu, c'est une autre histoire hein, à part, mais nous avons eu dans ces podcasts Charles Isnati. Ouais, j'ai écouté le podcast de Charles. Ah, tu l'as écouté, ouais. Qui est un peu ton binôme. Bah, c'est un peu le binôme des Pierre Hermé. Il y a des similitudes, en effet. Ouais. Bah, voilà, entre un businessman et un créateur. Ouais, je connais Charles depuis cette période-là. Ouais, vous avez plein de choses. Pierre Hermé, etc. À discuter, quoi. Ouais, et Charles explique très bien que il doit pas que Alain, mais il doit aussi Alain la rencontre avec Pierre. Tout à fait. D'ailleurs, Daniel, je sais pas ce que tu en penses, mais ça ferait certainement un très bon épisode d'avoir Alain Ducasse et Laurent qui reviennent sur toute la période de votre collaboration et le développement du groupe Alain Ducasse, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, après, ça sera le podcast suivant, celui de Pierre Hermé et Charles Isnati, peut-être. Bah voilà, ça, on fera les 4. On va inviter les 4. Aussi un épisode à 4 pour comparer les situations. Ça me parle. Je sais pas si on fera un bon podcast, mais on va bien manger. Ça, parce que j'ai des milliards de questions sur ta collaboration avec Alain Ducasse, mais ce qu'on se disait avec Daniel, ça, c'est vraiment, je pense, l'objet d'un podcast en propre en tant que tel. Là, l'idée, c'est dans les grandes lignes, toi, t'as quitté le groupe Alain Ducasse, c'était quand? Donc, c'était en 2015. Tu faisais quelle taille à ce moment-là pour comprendre ce que tu as apporté? 80 millions. Ouais, donc tu es passé 80 millions de 0 à 80 millions. 80 millions d'euros, d'accord.
Et justement, pourquoi tu quittes Alain Ducasse et quand est-ce que tu arrives chez French Food? Comment la rencontre avec Perrine, les débuts de la naissance des French Food, comment ça commence? Moi, je quitte Alain Ducasse parce que il est temps pour moi de faire autre chose. Ouais. Et vous avez 15 ans, 17 ans, c'est ça? 18 ans, quasiment 18 ans. Ouais. 18 ans auprès d'Alain. C'est normal, on a envie de passer à autre chose. Ouais. Et pareil, moi je voulais aider les entrepreneurs dans notre métier. Donc quand on s'est réunis avec Perrine, on a cherché comment ensemble on pouvait aider les entrepreneurs. Ouais. Oui, parce que toi, tu as une sacrée expérience opérationnelle de développement d'établissement, de développement de marque. Perrine plus sur des sujets très marketing aussi, hein. J'allais dire. Et digital. Ouais. Et les autres, mais il manquait quand même un troisième élément, non? Un financier. Surtout un financier pour ouvrir un fonds. Je suppose que vous êtes à l'aise avec les chiffres, mais dans la construction de... Non, c'est un métier, vous avez raison. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, donc il faut une compétence particulière dans ce métier d'investisseur qui est pas... bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être un peu pénible. Si, on va y revenir, ça nous intéresse. D'accord. Les détails les règles techniques, mais c'est un métier particulier. Ouais. Bien sûr. Et il fallait quelqu'un qui connaisse ce métier. Alors, c'est qui cet élément? Donc en fait c'est Paul Moutineau qu'on est allé chercher. C'est vous qui êtes allé le chercher alors? Oui. Donc l'idée, c'est vous deux finalement au début? En fait, l'idée a évolué et l'idée avec Paul s'est catalysée sur ce qui est French Food Capital aujourd'hui. D'accord. Mais avec Perrine, on n'avait pas une idée précise de monter un fonds parce que d'abord on savait pas qu'est-ce que c'était. Ouais. Donc non, mais concrètement, donc nous Perrine va l'expliquer aussi peut-être mieux que moi, mais on cherchait quelque chose pour aider les entrepreneurs. Bon, pour aider les entrepreneurs, il y avait des incubateurs, il y avait des accélérateurs. Ouais. Et donc on imaginait créer quelque chose autour d'un accélérateur. D'accord. Oui. Ouais, toujours une bonne idée d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on avait même demandé pourquoi vous l'avez pas encore fait parce que je pense. Et en fait, il y a beaucoup d'accélérateurs et d'incubateurs. Smart Food, chez qui on est aujourd'hui, Smart Food Paris. Et donc on s'est dit qu'on arrivait trop tard et qu'il y avait déjà à Paris en tout cas beaucoup d'acteurs, de lieux pour accueillir des entrepreneurs. Nous, on voulait le faire avec un lieu physique. Très proche d'ici finalement. On voulait réunir, en fait, le constat qu'on avait, c'était que finalement, c'était à l'époque où on parlait beaucoup de food tech et de start-up de la food tech. Et ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, elles avaient un accompagnement comme des start-up classiques et qu'il leur manquait souvent une expérience plus métier, un savoir-faire plus métier. Et donc, par cette rencontre entre Laurent et moi, on disait finalement, on était peut-être capable de réunir deux écosystèmes de réseaux, un réseau un peu plus start-up, digital, et un réseau très métier que Laurent a et qu'on a souvent du mal à mobiliser pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation food. Et donc, c'était la base du concept d'accélérateur auquel on était en train de réfléchir avant de rencontrer Paul. Et Paul, il vous a mis dans une autre direction? Non, il nous a. Non, on a. En fait, c'est un long chemin. Hein. Ouais. C'est un long chemin. C'est une entreprise. C'est une start-up qu'on crée. Hein. Bien sûr. Donc, comme disait Perrine, dans FoodTech, il y a food. Et à l'époque, les FoodTech étaient plutôt tech que food. Et donc, même quand on faisait des livraisons, les plats n'étaient pas très bons. Aujourd'hui, ça a quand même évolué. Bien sûr, elles sont professionnalisées. Mais donc, nous, on pensait qu'on pouvait amener à tous ces jeunes entrepreneurs cette connaissance du métier qui pouvait manquer. Et ensuite, quand on s'est associé avec Paul, on a évolué vers des entreprises un peu plus grandes, c'est tout. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si on fait un incubateur, si on fait un accélérateur, on est plutôt dans des startups. Et nous, on est passé dans l'accompagnement de PME. Ouais. Et Paul, donc on salue, parce qu'on a eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Quel profil il avait, lui? Donc lui, pour le coup, c'est le financier. Il vient d'un fonds d'investissement. Oui, financier, c'est pas le bon terme. En deux mots, comment vous pouvez le décrire? Non, financier, c'est pas le bon terme parce qu'on est tous financiers, parce qu'on a tous fait des études de gestion et on a géré des entreprises. Donc on est à ce point-là financier. Mais Paul, c'est la connaissance du métier d'investisseur, c'est-à-dire. Il vient d'un fonds, c'est ça? Donc, c'est-à-dire sur comment on gère une participation. Et comment on investit de l'argent qui vous appartient pas, puisque nous on ne fait qu'investir de l'argent qui nous appartient pas. Oui, ça on va revenir, c'est passionnant. Mais en fait, quand tu dis on est allé chercher Paul, en fait, ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est une rencontre en fait. French Food Capital, c'est 3 cafés, c'est 3 amis, 3 cafés. Donc c'est souvent comme ça. C'est un point et commun c'est souvent comme ça. Et quand Laurent parle de start-up, c'est vrai que c'est ça. Enfin, nous, c'est un ami commun qui nous a présenté. Moi, je réfléchissais à ce concept d'accélérateur. Laurent voulait faire quelque chose avec les entrepreneurs. On dit tiens, et qui Ducasse, rencontrez-vous. On sait plus, on a avancé. Et Paul, c'est pareil, c'est-à-dire que
Il y a un ami commun qui nous a dit, vous réfléchissez à créer une structure de financement pour des entrepreneurs. J'ai un ami qui est en train de quitter Nexicap, c'est Paul, buvez un café. Et on a bu un café, on ne sait plus. Donc c'est avant tout parce que c'est vrai que c'est pareil, un fonds ça dure 10 ans, donc on a intérêt à se plaire un petit peu à 3 pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc c'est vraiment 3 rencontres, 3 cafés. Et donc après on a écrit ce projet entrepreneurial à 6 mains qui est French Food Capital, et il y a un peu de chacun de nous dans le projet de French Food Capital parce qu'on s'est rencontrés avant que le projet soit écrit tous les 3. Et comment tu résumerais la vision que vous avez créée assez spontanément après cette rencontre qui est certainement peut-être le French Food d'aujourd'hui, ou peut-être pas, au contraire, ça a évolué. Mais quelle était la vision à l'époque, votre vision sur le fond, la création du fonds ? En fait, on s'est dit qu'on voulait apporter quelque chose de différent, quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui existait déjà dans ce marché du financement des PME. Et en fait, déjà, l'équipe était un peu différente et on s'est rendu compte que ce qui manquait un peu à ce marché, c'est cette dimension, cet accompagnement un peu entrepreneurial et un peu réseau. Opérationnel. Et un peu opérationnel. C'est pas juste donner de l'argent, avancer de l'argent, investir, c'est vraiment un accompagnement opérationnel avec des expertises. Avec des expertises, un réseau qu'on a structuré autour de nous aussi. Et ce qui manquait aussi, c'est effectivement un fonds spécialiste. Il faut rappeler qu'il n'y a pas, à ma connaissance, toujours pas, ou au moins à l'époque, il n'y avait pas de fonds spécialisés dans la bouffe. Il y en a, il y a Céréa, il y a Unigrain, mais qui ont une approche un peu... Nous, en fait, on apporte une approche très consumer de l'alimentation. Donc très souvent, ce qu'on aime dire, c'est que ce qu'on va chercher dans les entreprises dans lesquelles on investit, c'est une vraie valeur de marque. C'est-à-dire une entreprise qui a des sous-jacents assez forts en termes de marque pour répondre aux attentes du consommateur et de manière assez pérenne. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas forcément des critères des fonds spécialistes qu'on a aujourd'hui sur le marché. Souvent, quand on voit des fonds spécialistes, c'est plutôt une spécialisation technique, en fait. Je vois des fonds spécialistes à l'alternative de la protéine animale, où vraiment, il y a une spécificité qui est encore plus pointue que la vôtre. La vôtre, c'est vraiment, comme tu disais, c'est comment créer des marques qui servent à ces consommateurs dans l'univers de la food au sens plus large, en fait. Et quand on voit un peu votre portefeuille, c'est ça qu'on retient, en fait. C'est que c'est quand même assez varié en termes d'investissement aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait que ce soit vraiment un fonds, plus qu'un fonds sectoriel, un fonds thématique, donc sur le sujet de l'alimentation au sens large. Et donc, on voit effectivement que c'est assez... On l'a pris par différents angles quand on regarde notre portefeuille. Et vous, ça vous a pas fait peur de vous lancer dans la création d'un fonds n'étant pas des experts finance ? Justement, est-ce que vous avez dû, j'en sais rien, vous mettre à niveau, même si évidemment dans vos expériences précédentes vous aviez été sur des sujets financiers, est-ce que vous avez eu un doute à ce moment-là, ou au contraire vous avez dit non, j'amène moi ma compétence opérationnelle ? Si on a peur, on fait rien. Les entrepreneurs, ils n'ont pas peur. Non, mais c'est pour comprendre les doutes et comment vous avez pu y répondre. Pas plus que j'en sais rien. Pas plus que Tigran Sedou qui lance avec son associé Big Mama. Ils n'avaient jamais fait de restaurant avant. Donc, je pense à eux maintenant parce qu'il y en a de ça. Mais bien sûr. On entend tous les jours, en effet, des entrepreneurs qui se lancent dans des choses qu'ils ne connaissaient pas. Je pense que c'est mieux de se lancer quand on ne connaît pas. Comme ça, parce que on a un petit peu d'inconscience. On a un petit peu d'inconscience parce que le chemin est assez long. Pour monter un fonds, comme souvent dans beaucoup d'entreprises. Et quand on ne connaît pas le chemin, c'est peut-être plus agréable. Parce qu'au moins, on apprend. Et on avait une question par rapport au nom, parce que les noms French Food Capital, nous, on a pris une autre stratégie. Nous, on est plutôt vers la bouffe. On se disait que si on était à votre place, on aurait appelé ça les capitales de la bouffe française. C'est peut-être un peu moins sexy, mais juste pour comprendre en fait l'origine du nom, comment ça vous est venu. Ce que tu dis est très vrai, parce qu'il n'y a pas de mot en France qui traduit food à part bouffe. Mais c'est exactement ça. Et bouffe est tout de même un tout petit peu péjoratif quand on est dans le monde de la finance. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que ça aurait moins marché pour un fonds. French Food Capital est un nom un peu marketing qui dénote légèrement dans notre secteur, dans notre métier. Bien sûr. Et je pense que French Bouffe Capital, je suis d'accord. Ça aurait peut-être fait un peu moins sérieux. Un peu trop, peut-être péjoratif. Mais on va dire qu'on a osé beaucoup de choses, mais ça, on n'a pas osé. Mais ça, c'est le pari des C'est notre pari à nous. Nous, on se dit que d'ici 20 ans, les mots bouffe, il sera plus
péjoratif. On veut lui redonner ses lettres de noblesse. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il manque un mot dans la langue française. La gastronomie, c'est pas ça. Le mot Daniel, food, on a beaucoup réfléchi sur. On voulait un nom français au départ, et c'est très clair. Il a fallu un brésilien pour rappeler que vous avez. Et on n'a pas trouvé le mot qui est parce qu'après on parle de agroalimentaire. Oui, mais pareil. On parle d'alimentation. Oui. Et chaque fois, c'est des mots un peu techniques qui ne reflètent pas le sujet marketing, marque dont vient de parler Perrine. Et on n'a pas trouvé ce mot qui est le mot anglais. Synonyme de food pour dire ce que tout le monde comprend par. J'ai dit ça en rigolant, évidemment. À votre place, j'aurais très sérieux. Pareil, j'aurais pas osé appeler ça bouffe. Après, un podcast, un média, on serait permis, mais c'était plus facile pour nous. Plus joueurs. Si on revient on en profite, ce que je dis en introduction, sur le fonctionnement d'un fonds, comment on crée un fonds d'investissement, comment ça marche un fonds d'investissement, comment se déroule la levée, parce qu'évidemment, c'est pas votre argent. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vas-y, Perrine. C'est une vaste question. Enfin, on a tout notre temps. Non, mais c'est par étapes. Déjà, il y a plusieurs vies dans la vie d'un fonds. La première vie, c'est effectivement c'est de structurer comme tous les start-upers, en fait, de structurer son pitch pour aller lever des fonds. Donc, on se réunit en équipe à 3, on structure ce qu'on va présenter aux investisseurs, donc notre thèse d'investissement et puis toute l'offre qu'on va. Et après, on part sur les routes. Et ça, c'est quand même assez long. C'est-à-dire qu'on part, ça a pris 2 ans. D'accord. On part sur les routes pour lever des fonds. Et comme tout entrepreneur, la première étape, c'est de réunir notre premier cercle. Ouais. Et donc, notre premier cercle, c'est qui? C'est des entrepreneurs, des dirigeants qui, sur leur propre denier personnel, nous font confiance en disant cette équipe, ils m'ont l'air pas si mauvais, ils ont un projet qui tient la route, je vais prendre le risque d'investir une partie de mon patrimoine personnel derrière eux. Donc là, la promesse à ce moment, qu'est-ce qui plaît à ces gens-là? C'est bon, de toute façon, c'est des gens du premier cercle, c'est du réseau, donc ils vous font confiance, mais c'est la thématique, c'est l'approche un peu plus opérationnelle avec des experts opérationnels. Qu'est-ce qui séduit vos premiers investisseurs? En fait, ce qui leur plaît, c'est la thématique. C'est de dire, c'est un mélange un peu de tout, mais en fait, nos premiers entrepreneurs sont des gens du secteur ou du retail, donc des gens qui ont constaté que l'alimentation aujourd'hui est en pleine mutation. Et donc, le momentum de cette thèse d'investissement par rapport au marché correspondait assez bien. Donc ça, c'est la première chose qui leur a plu. Et effectivement, ils ont vu que aujourd'hui, des fonds comme celui qu'on leur proposait n'existaient pas sur le marché. Et après, ce qui leur a plu, c'est la promesse de se dire aujourd'hui, en fait, on est quand même sur un marché qui est très concentré, le marché de l'alimentaire. Il y a beaucoup de petits qui font peu de chiffre d'affaires, encore moins à l'export, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'accompagner ces acteurs-là et pour faire vraiment des champions français de l'alimentation, parce qu'on en a quand même très peu, des vrais ETI de l'alimentaire. Je vais Daniel. En profiter pour te couper. Je suis désolé, mais c'est que nous, on a une question de l'audience qui est justement sur ces sujets, et on allait la laisser pour la fin, mais tu nous donnes l'occasion parfaite pour en parler. Je suis en train de la chercher dans ma trame. Mais prends ton temps, Daniel. Il y a donc sur LinkedIn, nous, on a l'habitude de demander à notre audience de poser des questions à nos invités, et notamment Benoît Lazarotto sur LinkedIn qui nous dit « Le secteur de la food est extrêmement fragmenté aujourd'hui avec une kyrielle des petites entreprises. Pensez-vous qu'on puisse rêver des champions européens dans les secteurs de la food innovantes à moyen terme ?» Alors, nous, on pense que c'est le cas. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de la création de French Food Capital. On pense qu'un des gros accélérateurs pour aller accompagner ces entreprises-là, c'est déjà la mise en réseau qualifié, c'est-à-dire ce qui leur manque pour le développement commercial et aller plus vite. C'est de cette mise en relation avec les bonnes personnes pour accélérer, que ce soit en France ou à l'international. Et après, souvent, ces petites entreprises, en fait, c'est le dirigeant qui a assez peu de gardes rapprochés, donc c'est le dirigeant qui doit cumuler tous les savoir-faire, toutes les expertises, tout, et qui a besoin d'être entouré opérationnellement sur les domaines sur lesquels il se sent le moins confortable. Et nous, on est là pour ça, donc soit de par notre expérience opérationnelle, entrepreneuriale à chacun de nous, soit via notre cercle rapproché qui sont nos investisseurs et notre réseau proche. Donc en général, on essaie de les aider
à devenir très performants là où ils se sentent le moins à l'aise aujourd'hui et à structurer les entreprises parce qu'il y a un gros sujet. Les petites entreprises, elles ont besoin aussi d'être structurées pour le développement, que ce soit une structuration de l'organisation financière et ça, nous on est là pour les aider à faire ça. On a fait la remarque avec Philibert en préparant l'épisode. En fait, il y a pas mal d'invités des Business of Bouffe qui sont en fait investisseurs chez vous. On s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens. Je sais pas si on a le droit d'en parler. Non, on va pas citer des noms, mais il y a beaucoup de gens dans la bouffe qui investissent chez French Food Capital. Donc ça vous rend encore plus crédible et plus fort d'un point de vue accompagnement opérationnel des sociétés où vous avez une participation en fait. Et ça, on est assez content de ça parce que c'est vraiment l'histoire qu'on voulait écrire quand on disait avec Laurent la genèse de French Food Capital, c'est d'être capable d'apporter un accompagnement opérationnel assez pointu aux dirigeants du secteur parce que ce que disait l'internaute est très vrai, c'est qu'on a beaucoup de très petits acteurs à Paris, beaucoup en région, aujourd'hui aussi les TPE, et qui sont plutôt isolés, qui ont un très beau savoir-faire et qui souvent peinent un peu à structurer et à aller et à trouver les bonnes opportunités de développement et les bonnes portes à ouvrir. Et je pense qu'un fonds à ce stade de maturité d'entreprise, c'est là pour ça. Bien sûr. Et en plus, vous apportez au-delà de la compétence opérationnelle, du réseau, l'argent qui aide à parfois passer d'un niveau au niveau d'après, quoi. Et le réseau, c'est important parce que en fait, le réseau, c'est ce qui prend beaucoup de temps à ouvrir. Nous, en fait, le fait de mettre un réseau, ça fait juste gagner du temps aux dirigeants. Après, lui, c'est lui sait faire une fois qu'on lui a mis les bonnes relations qualifiées. Bien sûr. Il n'a plus besoin de nous. Mais les leaders mondiaux de l'alimentation et de la nourriture sont souvent français. Hein. Je veux dire, les plus grosses entreprises au monde sont américaines ou françaises. Et quand vous pensez Sodexo, qui est numéro 1 ou numéro 2 du secteur, Danone, dans les semences, On a déjà quelques champions. Ouais, donc on a beaucoup de champions français. Dans le lait, donc on a beaucoup de champions français. Mais c'est juste... On est leader, le seul domaine vraiment où on n'est pas où on est vraiment pas, on n'a pas réussi à percer, alors qu'on a un savoir-faire très fort en France. Étonnamment, c'est la restauration. Les grandes chaînes de restauration ne sont pas françaises et il n'y a pas un Français dans le top 3, le top 5. Mais dans tous les autres métiers de l'alimentaire, je pense qu'on est toujours il y a toujours une entreprise française dans les 2, 3, 4 premiers, 5 premiers du secteur. Donc on est quand même très fort en France dans ces domaines-là. Mais moi, en écoutant la question, en vous écoutant, en fait, j'enlève ma casquette animateur des Business of Bouffe, entrepreneur dans la bouffe, je mets ma casquette consommateur. Je pense que ma demande aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus attiré par des petits acteurs avec un savoir-faire, avec une démarche authentique, transparente, que par des champions européens. Juste les noms champions européens dans la bouffe, en tant que consommateur, ça me fait peur. Et je pense que c'est la difficulté aujourd'hui des consommateurs qui cherchent une expérience et peut-être les sociétés qui sont organisées différemment pour proposer cette expérience. Comment vous voyez ça? Nous, on regardait même dans vos critères d'investissement, vous identifiez certaines tendances déjà du bien manger, de la transparence, du consommateur qui s'intéresse aux coulisses de la bouffe, ils veulent savoir comment le produit est fait, d'où ça vient, qui l'a produit. Ça, pour moi, ça ne matche pas forcément avec un champion européen ou mondial. Comment vous voyez cette... Non, alors, ce que tu dis est vrai et pas vrai, parce qu'à un moment donné, quand il faut nourrir des millions de personnes, on est d'accord. Il faut quand même nourrir des millions de personnes. Donc, une boîte qui fait quelques millions de chiffre d'affaires, elle ne peut pas nourrir des millions de personnes et son produit ne peut pas toucher tout le monde. Et si son produit, parce qu'il est de qualité, intéresse tout le monde, du coup, elle devient un leader européen ou un leader mondial. Donc, il ne faut jamais oublier que la naissance de ces entreprises ont été faites pour nourrir les Français au départ après la guerre. Hein. C'est la genèse de la plupart de ces grands groupes français. Donc maintenant, que l'on dise que des petites entreprises font plus attention à la qualité des produits que des entreprises industrielles qui sont nées il y a une 50aine d'années et qui ont fabriqué leurs produits
pour répondre à cette problématique-là et moins de masse et moins pour répondre à une problématique de qualité, d'origine des produits, etc. C'est vrai. Mais ça change. Oui, moi je pense que c'est le consommateur qui va faire changer les choses. Oui. C'est lorsque l'on prend Yuka, c'est lorsque l'on prend qu'on arrête d'acheter des produits qui sont de mauvaise qualité et pendant un certain temps peut-être on se tourne vers des entreprises plus petites, mais à un moment donné, j'espère en tout cas que les grandes entreprises du secteur, elles bougent, elles réagissent, elles rachètent, elles changent la qualité des produits, elles changent la manière dont elles formulent les produits et donc on arrive vers une société avec des produits plus sains. Il faut pas attendre des entreprises qu'elles changent toutes seules. Ah oui. Les produits et qu'elles amènent le produit qu'on a envie de manger si on continue à acheter leurs produits. Elles gagnent de l'argent, et on continue à acheter les produits, elles vont pas changer. La seule manière de les faire changer, c'est d'arrêter d'acheter leurs produits. On est d'accord. Le pouvoir est dans l'assiette, comme on voit très très souvent ici, on en parle souvent. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle génération, ils sont très très militants en fait dans leur consommation. Non, on peut pas leur reprocher, on peut pas reprocher aux gens. Enfin, je peux pas reprocher aux entreprises de fabriquer les produits que nous-mêmes on achète. Qu'on leur demande, bien sûr. Donc, si à partir du moment où on arrête d'acheter ces produits, eh bien, ils seront obligés de bouger. Et tant mieux si on a des petites structures qui sont plus agiles, qui innovent et qui bousculent un peu ces paradigme et qui force les grandes structures à bouger, mais on est bien d'accord que pour répondre aux problématiques de masse, il faut que ce soit aussi les grandes structures qui intègrent ces problématiques-là. Si on revient sur l'histoire de French Food et sur cette première levée, donc on a bien compris, il faut clarifier un message, un pitch, on fait jouer le réseau. Comment ça se passe ensuite? Dès la première levée, déjà vous fixez un objectif quantitatif. Je sais pas, on peut donner ces chiffres. Vas-y. Non, c'est fixé un objectif de 100 millions. 100 millions d'euros d'ailleurs, d'accord. Et vous l'avez dépassé, je crois, dès la première. Non, pas dès la première. Non, en fait, ça s'est fait dans vas-y. Alors, la levée de fonds se fait en plusieurs. Enfin, en un seul, si on est très rapide, très bon, mais en plusieurs closings. Vas-y. Nous, on l'a fait en plusieurs closings. Donc, on a fait un premier closing à 70 millions, ce qui permet d'avoir accessible une partie des fonds pour commencer à faire un premier investissement. Ce qui, généralement, permet d'apporter un peu notre proof of concept à nos investisseurs potentiels qui sont plus averses au risque et qui se disent, ça va, en tant qu'équipe, c'est la première fois qu'ils bossent ensemble, ils sont capables de faire un investissement qui tient à peu près la route. Et donc, généralement, ça nous ramène d'autres investisseurs, ce qui permet, donc nous on a fait un premier closing à 70 millions. Ça prend combien de temps ce premier closing? On l'a fait en 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Et après, dans les 6 mois qu'on suivi, on l'a fait à 70 millions, on a rassemblé ce qui manquait pour dépasser notre objectif, les 100, donc, et on a dépassé notre objectif pour atteindre 130 millions. D'accord. Et on a effectivement, nos premiers investissements, ça a été les boulangeries Thierry Marx. D'accord. Et après, on a eu les 2 marmottes qui sont arrivées pas longtemps derrière. Puis après, on a eu K-Santé. D'accord. Donc, c'est vraiment ces 3 premiers investissements qui nous ont permis de démontrer à des investisseurs potentiels ce qu'on était capable de faire. Concrètement, comment on allait exister en tant que fonds et quel type de... Parce que sinon, c'est une présentation PowerPoint, donc c'est sympa les présentations PowerPoint. C'est comme une start-up, on l'a dit tout à l'heure. Donc une fois qu'on a mobilisé cet argent-là, comment on l'investit? Comment vous avez défini des critères? Comment on sélectionne? Donc tu nous as dit que c'était les boulangeries Thierry Marx. Comment vous sélectionnez la première cible, la première entreprise dans laquelle vous allez investir? On cherche des entreprises, on cherche des cibles et après on arrive à convaincre une entreprise, un dirigeant de se faire accompagner. Bien sûr. Mais je suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous contactent aussi, qui vous sollicitent parce qu'ils sont à la recherche. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, quand on démarre, non. Non, oui. Bien sûr, parce que personne. Et du coup, les boulangeries Thierry Marx, comment ça s'est passé? J'imagine que c'est dans vos réseaux. Oui, moi j'ai quand même passé c'est pour ça que je regarde Laurent en posant la question. Désolé, j'ai passé 18 ans donc à travailler avec des chefs. On a travaillé avec Alain, mais aussi à travailler avec des chefs, puisqu'on a monté beaucoup d'associations avec Ducasse pour faire la promotion et la défense des chefs français de la cuisine française dans le monde. Donc, bien sûr, je connais un grand nombre de chefs et je connais très bien Thierry. Et Thierry m'avait demandé de l'accompagner pour créer une boulangerie. Thierry est boulanger au départ. Vous savez, il a commencé à travailler chez Ganacho quand il est jeune. Ensuite, il va à l'armée. Il a une autre vie. Il a passé un CAP boulangerie, non? Il a pas de série. Oui, tout à fait. On appelle ça. Il est. Je cherche le terme. Ça va me revenir. Pas grave. Donc, il a une formation de pâtissier, boulanger-pâtissier. Il a travaillé dans une boulangerie quand il était jeune, quand il avait, je sais pas, on va dire 18 ans. Il est compagnon du devoir. Compagnon du devoir. Il est compagnon du devoir. Et donc, il a une démarche
il a eu une démarche autour de ces métiers-là. Et ensuite, la vie a fait qu'il a redémarré dans les métiers en étant cuisinier. Mais à ce moment, il se rappelle à ses premiers amours, il a envie d'ouvrir des boulangeries. Il avait déjà ouvert une boulangerie à l'époque où il était à Corday-en-Bage. Parce qu'à Corday-en-Bage, sur la place, il y avait le Relais Château, le restaurant que dirige Thierry, qui avait 2 étoiles, mais également une brasserie et également une boulangerie qui s'appelait les Babas de je ne sais plus. Donc c'était pas encore Thierry Marx boulangerie avec le concept. Non, mais c'était lui qui faisait le pain. Et c'était lui qui avait monté le projet. Oui, donc il avait l'expertise métier. Donc il avait l'expertise métier, il avait le savoir-faire, il avait la connaissance. Donc quand il est monté à Paris, quand j'ai quitté Alain, il m'a demandé de l'aider à monter une boulangerie. Voilà. Et c'est comme ça que ça vient. Mais au-delà de cet investissement que je pense qu'est assez particulier, c'est un des premiers. On utilise beaucoup dans la bouffe les cahiers de charges. En fait, quel est les cahiers de charges de French Food en fait, un ticket, pardon. J'avance. Quel est le ticket Un investissement, on va dire typique. Il faut qu'il coche quelle case. Quels sont les critères, voilà, de chiffre d'affaires, de. Alors, il y a alors nous, donc c'est un fonds de 130 millions. Donc l'idée, c'est d'investir entre 10 et 15 millions d'euros par entreprise. Donc ça donne une taille d'entreprise qui est entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et après, évidemment, on regarde le dirigeant, l'entrepreneur. Donc c'est toujours pareil, c'est comme tous les projets, c'est la qualité de l'équipe, la qualité de l'entreprise, les perspectives de développement sur son marché. Et effectivement, ce qu'on regarde après, c'est ce qui sont les sous-jacents de la valeur de marque. Quand je dis les sous-jacents de la valeur de marque, c'est qu'on regarde s'il y a un sous-jacent qualitatif qui est fort, si c'est construit sur une stratégie de sourcing qui est solide, parce que justement, c'est ce que tu disais, Daniel, c'est que nous, on mise aussi sur les entreprises dont la marque répond aux attentes du consommateur d'aujourd'hui, fort de ce constat que les grosses marques sont un peu en crise de défiance avec les consommateurs et qu'il y a une opportunité pour des plus petits acteurs de tracer son chemin et de bouger les lignes. Et donc ça, on est très attentif. Et quand on est... pour reprendre le terme des fonds, quand on est en due diligence avant d'investir, on est très attentif à tout ce qui a trait à la valeur de marque, à la réputation et surtout à ce qui va faire la pérennité de cette valeur de marque. D'accord. Est-ce que vous allez aussi loin au point de faire des études des marques, des cibles, de notoriété, je sais pas, d'essayer de faire des enquêtes, pour essayer de comprendre la perception de cette marque auprès des consommateurs? Alors, déjà, on peut avoir beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses tout seul online aujourd'hui pour faire un petit audit de réputation des marques. Donc ça, on le fait systématiquement. Et après, ce qu'on regarde, après, évidemment, suivant... en fait, la vertu d'un fonds thématique et d'un fonds sectoriel, c'est comme on fonctionne en écosystème sectoriel, on a un réseau qui nous donne accès aussi à beaucoup d'intelligence marché. Donc, on a une intelligence marché par ce biais-là. Les bouches à oreille. Et après, ce qu'on va regarder, quand je dis sous-jacent, ça, c'est le côté consommateur, mais on va regarder aussi sur quoi repose cette marque. C'est-à-dire que on considère que par les temps qui courent, si une marque repose pas sur un socle qualitatif suffisamment solide, elle a beau avoir une vraie traction aujourd'hui, peut-être que demain ce sera moins le cas. On y voit un risque, donc on va regarder aussi sur quoi repose cette marque. Bien sûr. Donc on va être très vigilant aux fournisseurs, très vigilant à toute la chaîne de valeur, au sourcing. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, on est très vigilant là-dessus. On est très vigilant sur le processus de qualité, on est très vigilant aussi, on regarde si la sincérité de ce qui est revendiqué auprès du consommateur repose sur quelque chose de solide et de vrai. Bien sûr. Donc ça, vous allez essayer de le vérifier en t'appuyant sur le réseau, sur toutes les informations disponibles. Et après, on y va. Par exemple, les deux marmottes, on est allé voir les fournisseurs. Donc, les fournisseurs à l'étranger, en France, je sais qu'il y en a à l'étranger aussi, d'herbes. Exactement, pour voir comment c'était produit, pour voir la qualité de la plante, etc. C'est un gros boulot impliqué d'audit. Mais il faut. Bien sûr. Il faut. Surtout ces niveaux des tickets. C'est intéressant. Ça fait partie dans notre secteur, dans notre métier, ça fait partie aussi de l'analyse des risques. Si on n'analyse pas, je pense, ça, on passe. Enfin, le risque fournisseur, il est majeur, donc si on l'analyse pas, on passe vraiment à côté de quelque chose en termes de due deal. Et est-ce qu'on en parlait tout à l'heure des champions européens, est-ce que les potentiels à l'international, c'est un critère de sélection ou vous êtes vraiment focalisé sur les marchés français? Ça dépend où en est l'entreprise dans son développement. C'est-à-dire que s'il y a encore un réservoir important de croissance en France,
on peut très bien se dire qu'on va aller juste accompagner le développement en France de l'entreprise. Si on a fait le plein et que ça dépend. Généralement, quand on travaille un dossier avec un entrepreneur, on identifie ensemble quels sont les leviers de croissance. Donc, des fois, ce sera international. Des fois, le marché français suffira. Des fois, il faudra amener la marque, la rendre plus présente sur le digital. Des fois, ça va dépendre. On parle de critères d'investissement. Je profite pour poser une deuxième question de l'audience. En fait, il nous a posé une question en grec. Non, je rigole, mais c'est bien parce que je pense que les gens de l'extérieur, ils savent pas forcément sur quel segment du marché de l'investissement vous êtes positionné. Donc, il y a Basile Belelec via LinkedIn qui nous pose la question, comment appliquez-vous une logique des fonds, VC en particulier, donc VC en français, pardon, c'est capital des risques, à un secteur qui n'a pas les mêmes métriques des croissances, des faits des leviers comparé à du SaaS, donc du service en B2B, et avec des contraintes financières importantes, fonds de commerce, etc. Mais du coup, vous n'êtes pas un capital des risques. Et est-ce que c'est encore la logique du fonds, vous êtes plutôt une logique des fonds capital des risques pur, ou bien plus proche du private equity ou du leverage buyout de la acquisitions un peu plus avec les leviers, voilà. Mais je pense que c'est important de peut-être de clarifier ça à nos auditeurs. Quel est le positionnement de French Food Capital en termes d'investissement? Donc, on est un fonds d'investissement qui accompagne des PME françaises. Donc, des PME françaises qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont un business model avéré et qui, la plupart du temps, un business model classique, c'est-à-dire qu'elles fabriquent et elles vendent leurs produits. Bien sûr. Donc, on n'est pas du tout on n'est pas un fonds VC, on n'accompagne pas des entreprises techno sur des modèles. C'est pas notre secteur d'activité, c'est pas notre métier. Nous, on est plutôt dans les métiers de labeur où on travaille, on fabrique et on vend. Bien sûr. Et d'où l'importance de la valeur de marque pour vendre un peu plus cher et gagner de l'argent. Créer de la valeur, financer de la croissance. Et surtout quand vous ciblez des sociétés qui font entre 10 à 150 millions, tout de suite, on exclut toutes les petites startups où le capital des risques est plus approprié. Exactement. Non, on a un fonds de capital développement. Donc entreprise rentable. Oui. Et après, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de transformer des PME en ETI. En fait, c'est ça aussi la promesse de French Food Capital. Donc, effectivement, on fait pas de capital risque. Vous accélérez une croissance qui est déjà là, en fait. Ouais. Et sur quel horizon? En général, c'est 5 ans pour un fonds, c'est ça? L'objectif, c'est des sorties à 5 ans. Vous n'avez pas encore fait de sortie, on y reviendra, mais a priori, vous n'avez pas fait de sortie encore, vous n'avez pas 5 ans. Là-dessus, en fait, comme un fonds, on a un fonds, une société de gestion agréée par l'AMF, donc on a un fonds réglementé. Donc un fonds réglementé a une durée de vie de 10 ans. Donc on a 10 ans pour investir et sortir. Donc évidemment, on a plus de marge de manœuvre sur les premiers dossiers investis, puisqu'on peut aller jusqu'à la 10e année. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en moyenne, on construit toujours un business plan à 5 ans. Ouais. Donc généralement, on a 5 ans pour investir, 5 ans pour sortir. On va citer quelques exemples et rentrer dans le détail de quelques exemples après, donc ça va être passionnant. C'est la plus sympa. Sur les deux marmottes, tous nos auditeurs rester jusqu'au bout parce que les meilleurs, on l'a gardé sur des exemples concrets, les deux marmottes, terroir d'avenir, tout ça. Tu as parlé du temps que vous passez quand vous faites du diligence d'une cible. Vous allez même à rencontrer certains fournisseurs. Combien de temps ça peut durer en fait un processus de... Nous, on est assez rapide. Quand on fait, je pense que c'est aussi, je vais le répéter souvent, mais c'est aussi les vertus d'un fonds thématique. C'est qu'on découvre pas le secteur à chaque investissement, donc ça nous permet d'aller plus vite. Ça peut prendre, alors j'allais dire, ça peut prendre entre 1 mois pour le plus rapide et un peu plus. Ça dépend en fait ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la relation avec le dirigeant. Ça dépend de la capacité du dirigeant à fournir une information claire, structurée, à sortir de la data sur son activité. Est-ce qu'il la sort? Est-ce qu'il faut juste étudier ce qui est sorti ou est-ce qu'il faut aller le chercher la data? Évidemment, s'il faut aller chercher la data avec lui, ça prend plus de temps. Et puis après, donc ça, c'est la partie due deal. Et puis après, il y a la partie négo, structuration, qui est très variable en fonction des discussions. Et aujourd'hui, ces gens-là, ces entrepreneurs-là, c'est des gens qui viennent vous chercher ou c'est vous qui allez les chercher? Donc ça a certainement évolué entre le début, ce que disait Laurent tout à l'heure. Nous, on aime bien aller chercher les gens. En fait, nous, quand on a créé French Food Capital, on savait quelles étaient les entreprises dans lesquelles on avait vraiment envie d'aller. On avait quand même étudié le marché, on connaît un peu notre marché, donc... Et les deux marmottes en faisaient partie, donc on est très contents. Enfin, toutes les entreprises sont parties. Attention, ils t'écoutent tous là. Mais il y en a et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est tout allé les chercher par réseau.
Aujourd'hui, on n'a que 2 sur notre portefeuille qui nous sont arrivés par l'intermédiaire d'une banque d'affaires. Donc, ils sont arrivés jusqu'à nous dans nos investissements. D'accord. Sinon, c'est des gens qu'on est allé chercher. D'accord. Mais nous, on est associés, on considère qu'on est associé avec une personne physique. Quand on investit dans une entreprise qui fait 10, 20 millions, 30 millions de chiffre d'affaires, le dirigeant est bien sûr extrêmement moteur dans la croissance et dans la gestion de sa boîte. Mmh. Et on n'est pas une entité, on est une personne. Je veux dire, donc le temps aussi, on gagne du temps quand on investit avec des gens que l'on connaît. D'accord. Donc on passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs en se disant peut-être qu'un jour ils auront un besoin, c'est-à-dire un besoin de capitaux pour aller plus vite dans la croissance parce qu'ils auront compris que ils arrivent à un moment donné où ils ont le bon produit au bon moment et que c'est là où il faut mettre du fuel dans la machine, c'est là où il faut mettre de l'argent pour grandir plus vite. Ils arrivent dans un momentum intéressant pour leur boîte et quand on a déjà construit cette relation parce qu'on les connaît, eh bien déjà on a plus qu'à parler du montage, combien on investit, etc. Mais pour nous, c'est très important cette relation intuitive personnelle parce qu'ensuite, on va quand même rester associé, comme on a dit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, un certain nombre d'années avec lui. Donc, on va le fréquenter beaucoup. Donc, on n'est pas obligé que ça soit notre meilleur ami partir en week-end avec lui. Ouais. Mais quand même, ça aide si on a une bonne relation avec lui, une bonne entente et on va bâtir une relation. On est associé et puis on est associé avec un petit nombre d'entreprises. À la fin, on aura peut-être 10, 12 entreprises. On est 3 associés. Donc, sur le temps passé dans une année avec les entrepreneurs est relativement important. Que ça soit au téléphone, que ça soit en rencontre physique, que ça soit les accompagner à des rendez-vous. Donc, l'intuitif personnel avec qui vous avez envie de vous associer, des 2 côtés, hein. De la part de l'entrepreneur qui fait rentrer parfois un associé pour la première fois dans son entreprise, hein. Ouais. Et nous aussi, je veux dire, qui on a envie d'accompagner, pourquoi on a envie d'accompagner, est-ce qu'on va avoir plaisir à l'appeler? Donc ce côté intuitif personnel est quand même très important dans la relation, aussi important que peut-être que la partie financière. Alors justement, les 2 doivent marcher, quoi. Les 2 vont faire. Avant de revenir en détail sur quelques investissements pour comprendre vraiment l'interaction que vous avez avec la valeur ajoutée que vous apportez aux entreprises, et on finit sur le fonctionnement d'un fonds d'investissement pour comprendre l'organisation. Donc tu dis, vous étiez 3 associés aujourd'hui, il y a des salariés, il y a une équipe. Quel type de profil vous entoure pour justement déjà sélectionner les entreprises, les accompagner derrière? Il y a combien de salariés? Donc, il y a une personne qui nous a rejoint aussi. Oui, un 4e associé, c'est ça? Denis Henken nous a rejoint lorsqu'on était entre les 2 tours de levée de fonds. Ouais. Donc Denis nous amène aussi son expertise et sa connaissance, puisque Denis a été pendant très longtemps, plus de 20 ans, dirigeant de McDonald's. D'abord McDonald's en France et McDonald's en Europe, puis il a été président d'Accor. Ouais. Donc un gros profil. Ouais. J'ai fait la remarque à l'instant, mais c'est une belle rencontre. C'est la rencontre des Ducasse et McDo en fait. C'est joli. Enfin, moi j'ai toujours. C'est une belle complémentarité, on va dire. Ouais, exactement, puisque moi j'ai toujours rêvé d'avoir sa fréquentation et lui notre ticket moyen. Voilà. Je sais pas si c'est compatible. Sinon c'est le Graal. Et vous avez un board aussi, je découvrais. À quoi ça sert un board dans votre cas? Quel type de profil? Quel est son rôle? Alors le board c'est un peu nos grands frères, c'est-à-dire que en fait le board il nous challenge de manière bienveillante sur nos décisions d'investissement et le suivi de nos participations. Donc on les a choisis parmi nos investisseurs et on les a choisis aussi pour avoir un vrai équilibre en termes d'expertise. Quand on regarde les dossiers, et c'est vraiment intéressant parce que en fait c'est vraiment ils nous challenge, vraiment ils lisent les dossiers. Ah d'accord. Et vraiment souvent ça nous permet de mettre en avant des points qu'on n'a pas forcément vus malgré les due deals qu'on a pu mettre en place. Et ça c'est intéressant. Et puis ce qui est intéressant c'est que notre board c'est quasiment c'est que des dirigeants entrepreneurs du secteur. Donc il y a une intelligence marché qui est très très forte. Donc nous ça nous nourrit énormément. Et donc ça, on a vraiment un board très entrepreneurial finalement pour French Food Capital. Et donc c'est avis consultatif sur nos investissements. Si ta question c'était la gouvernance. Oui, c'est pas un pouvoir de gouvernance, c'est consultatif. C'est consultatif. Mais c'est aussi une bonne gouvernance parce que nous, lorsque on investit dans une entreprise, ce qu'on va faire, c'est aussi mettre un board
dans les entreprises, qui va être capable d'accompagner par son expertise le dirigeant. Au-delà de bien sûr, on est présent au board, mais on essaie d'amener d'autres compétences, d'autres expériences qui vont aider l'entreprise, qui vont aider l'entrepreneur. Donc, vous pouvez aller puiser des talents de votre propre board, ou de toute façon, c'est notre réseau. Oui, bien sûr. Ce qu'on a fait notre réseau, notre board, ouais. Et des personnes. Exactement. D'accord. Non, bien sûr. Et donc, bien sûr, ce que l'on demande aux entreprises dans lesquelles on investit, on se l'impose aussi à nous-mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire d'avoir un board de qualité qui va nous challenger. C'est extrêmement important. Il faut pas oublier que notre métier, c'est quand même investir de l'argent qui nous appartient pas. Une partie nous appartient puisqu'on a investi nous-mêmes, mais je veux dire, en grande majorité, c'est de l'argent qui nous appartient pas. Donc, il y a quand même l'importance d'une très bonne gestion. Bien sûr. Transparent. Oui, non, mais au-delà de la transparence, je pense qu'on est transparent, et tous les fonds le sont, mais je veux dire d'être challengé en disant, voilà, mais nous, on pense que c'est un bon investissement, mais le board, ils sont nombreux, ils sont intelligents, ils ont une intelligence différente de la nôtre, une expérience, je veux dire, différente de la nôtre, et une intelligence collective, donc ils vont nous challenger, peut-être, qui vont nous permettre de voir qu'un point, on l'a pas assez approfondi, et donc on va l'approfondir. Donc, il nous conforte également dans nos choix lorsqu'on a décidé d'investir. Et juste pour finir donc sur cette partie fonctionnement du fonds, on insiste sur ces points-là parce que c'est la première fois qu'on reçoit chez Business of Bouffe un fonds d'investissement. Vous avez levé de l'argent, on comprend que les buts c'est faire des plus-values, donc d'investir et sortir avec une plus-value. Par contre, d'ici là, il y a une vie qui se passe, vous avez des salariés, vous avez un beau bureau. Comment vous faites pour payer ces charges-là? Quel est les business models du fonds? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a inversé les rôles maintenant. Alors, un fonds, ça fonctionne de manière assez simple. Enfin, en plus, vous avez compris, c'est que Laurent et moi, on l'a appris sur le tard, le fonctionnement du fonds. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec le fait de dire que ça fonctionne de manière assez simple. Donc, on lève des fonds. Sur ces fonds levés, en fait, nos investisseurs payent une commission de gestion. Ouais. Donc la commission de gestion, c'est un pourcentage des fonds levés. Là, en l'occurrence, c'est 2%. Frais de gestion, qui nous, du coup, dans notre PNL de société de gestion, c'est notre chiffre d'affaires, et avec ça, on paye nos charges. Les frais de structure, le loyer, les salaires. Donc ça, c'est pour financer tous les frais de structure du fonds et de la société de gestion, qui est finalement l'équipe qu'on met en place pour gérer les fonds que nous ont confiés nos investisseurs. Donc, donc c'est pour ça que je dis que ça fonctionne de manière assez simple, parce que finalement, notre chiffre d'affaires, c'est la commission de gestion, et nous, on gère notre PNL à partir de cette ressource-là. Il y a du chiffre d'affaires dès le premier closing. C'est exactement génial, en fait, du modèle. Et vous avez une visibilité sur les chiffres d'affaires. C'est pas que ces mois-ci, vous savez pas combien vous allez toucher, en fait. Il y a une visibilité sur les Après, ça décroît. En fait, ça décroît après la période d'investissement. Parce que normalement, après la période d'investissement, on a besoin de moins de ressources puisqu'on suit les participations, on n'est plus en train d'investir, ce qui est logique aussi. Et donc souvent, les fonds lèvent des fonds tous les 5 ans. Parce qu'après, une fois qu'on a investi tout le fonds, on repart sur les routes pour lever un deuxième fonds, mais on garde quand même une partie du portefeuille, continue à suivre parce qu'on n'est pas sorti, donc on continue à le suivre. Mais effectivement, ça demande moins de ressources de juste suivre des participations que d'investir et tuer les participations. C'est logique. D'accord. Donc, on peut imaginer que dans les pipelines de French Food Capital, il y aura une levée d'ici quelques années pour de nouveaux investissements. Exactement. Ça se fait sous quelle durée en général? Ça se fait au bout de 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans, on démarre un autre cycle et on relève de l'argent plus, peut-être. D'accord, forcément. Parfait. On va parler des investissements. On commence à rentrer dans la partie peut-être encore plus sexy, parce que je pense que nos auditeurs vont... Là, on était un peu finance, compréhension d'un fonds. Voilà, c'est parti. Il faut comprendre pour apprécier. Donc, on commence par... C'est pas trop technique, ça va. Et là, on va commencer à parler des choses. Mais juste, on a parlé que donc votre thématique, c'est la bouffe, plutôt au sens large. Est-ce qu'au sein de ces segments, de cette industrie qui est énorme, est-ce qu'il y a des segments qui vous intéressent plus? On a fait la blague du Ducasse, McDo, haute gastronomie, restauration rapide. On voit que vous avez peut-être une certaine appétence pour la restauration rapide. Quels sont les segments au centre de la bouffe qui vous intéressent les plus et pourquoi? Donc nous, on a défini effectivement, on le voit sur notre site, parce que dès le début, on avait bien regardé ce qui bougeait, donc on avait défini un certain nombre de thématiques d'investissement. Donc dans ces thématiques, on a évidemment le segment de la restauration et des enseignes, parce que c'est un secteur avec tout le développement de ce qu'on appelle de manière assez rapide le fast casual, la restauration à emporter, etc. Il y a une vraie dynamique dans le secteur de la restauration. Un autre segment qu'on appelle, et là encore, on a fait un anglicisme, parce que marque agroalimentaire, ça voulait pas vraiment dire
ce qu'on voulait dire, donc on l'appelait Consumer Brands, et pareil, ça nous a un peu... business, donc on n'est pas non plus des très, très bons élèves à défendre la langue française. Marque agroalimentaire, il y avait une dimension très industrielle. En fait, le terme agroalimentaire, aujourd'hui, est devenu un peu connoté très industriel, et donc on a appelé Consumer Brands pour exprimer cet ancrage vis-à-vis du consommateur, mais effectivement au détriment de la langue française. Ouais. Donc l'idée, c'est d'aller chercher justement sur toutes ces marques qui commencent à vraiment émerger et développer une forte valeur de marque sur différents segments. Enfin, on peut en nommer quelques-uns. Le snacking sain, c'est un segment intéressant. La bière, c'est un segment intéressant. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de catégories de produits qui sont vraiment en pleine transformation. L'infusion en est un, mais toutes les boissons saines de manière générale en est un. Enfin, on peut en lister un certain nombre. Donc là-dessus, on va chercher des segments de marché où on estime que le marché est en pleine transformation avec une vraie croissance sous l'impulsion justement des changements de mode de vie du consommateur. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, évidemment, c'est la distribution. Donc la distribution, on met dedans tout le e-commerce, on met pas que la distribution physique, les réseaux spécialisés. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui sur la distribution. Les terroirs d'avenir fait partie de ce segment-là. Et enfin, le dernier est ce qu'on appelle, on ayant fait une fois de plus un anglicisme, food services, parce que l'idée c'est en fait c'est la nourriture, l'alimentation comme un service. Donc par exemple Cas Santé qui nous aide, qui est une prise en charge nutritionnelle du surpoids, ça c'est du food services. Le traiteur en fait partie. Les services aussi à l'industrie agroalimentaire avec une vraie valeur ajoutée. Donc, on pourrait regarder des entreprises de packaging alimentaire. On pourrait regarder... Et donc, ça, c'est ce gros bloc qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que finalement, quand on a... En fait, toute la chaîne de valeur est vraiment concernée par ce consommateur que tu décrivais et qui change, est impacté parce que le packaging, c'est un secteur qui est en pleine réinvention, comme la logistique d'ailleurs, parce que avec tous les nouveaux usages. Et donc ça, c'est intéressant d'aller accompagner dans leur développement ces entreprises-là aussi. Et de fait, ça va donner un fonds qui est très synergique en plus d'être thématique, parce que comme on touche chacun des maillons de la chaîne de valeur et qu'on vraiment des liens entre ces activités. Et on le voit aujourd'hui dans notre portefeuille, Terroir d'Avenir peut être distributeur et fournisseur de certaines marques de notre portefeuille. Ça commence déjà maintenant avec cette participation. Ça existe déjà des synergies entre vos investissements. On essaye parce que c'est de la création de valeur partagée pour tout le monde. On essaie aussi avec nos investisseurs. Oui. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Il faut que les conditions économiques soient intéressantes. Donc, charge à chacun. Toujours pareil, nous, on fait les bonnes mises en relation et charge à chacun de s'accorder sur les bonnes conditions économiques et le bon choix business. Bien sûr, je pense que c'est les bonnes approches. Nous, on vient d'LVMH et Bernard Arnault, il a vraiment, il déteste les mots synergie, en fait. Chaque marque doit vivre sa vie de façon indépendante pour garder son authenticité, son côté unique et bref. On avait une question, donc on a regardé les 3 tendances fortes sur votre site. Vous indiquez 3 tendances fortes que vous avez identifiées. Manger mieux, se reconnecter avec les mondes agricoles et adopter des nouveaux usages. Moi, quand je regarde votre portefeuille, j'ai pas forcément la même lecture de ces tendances-là. Je les vois pas forcément imprégnées dans l'essence de ces marques-là dont vous avez choisi ou vous avez investi. Quel est l'impact de ces tendances par rapport à votre choix d'investissement? Comment vous intégrez votre vision du marché et les choix concrets qui parfois sont d'autres critères, sont des critères de rentabilité, d'escalabilité, etc. Comment vous jouez avec ces différentes informations en fait? C'est intéressant que tu les vois pas. Ah bah justement, c'est l'occasion de me convaincre. Non, mais c'est l'occasion de m'expliquer peut-être. C'est intéressant parce que je pense que derrière ces 3 gros changements, souvent on y met aujourd'hui beaucoup de startups et peu de PME. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu les vois pas. Par exemple, sur les 2 marmottes, c'est intéressant que le manger mieux. Manger mieux, tu vois ou tu vois pas? Ouais. C'est des boissons saines par opposition à l'alcool. Le manger mieux, évidemment, d'aller boire de la plante infusée pour profiter de ses propriétés, toutes ces propriétés à la fois organoleptiques et en termes de bien-être et même santé pour certaines. Donc le bien manger, et puis aujourd'hui l'infusion c'est un segment en forte croissance parce que
tout simplement, le consommateur peut avoir du café toute la journée, de la caféine toute la journée, de la théine toute la journée. Donc, il y a une forme d'alternative aussi boisson chaude pour se faire du bien. Et donc, l'infusion se développe et c'est intéressant puisque c'est beaucoup développé pendant le confinement. Plus les salariés sont en télétravail, plus on boit l'infusion. Et donc ça, effectivement, il y a le mieux manger y est. Les nouveaux usages, oui, aujourd'hui, on boit de l'infusion à froid, on boit de l'infusion, ça remplace d'autres boissons chaudes, donc on est en plein dans les nouveaux usages. Je pense que les deux marmottes, il n'y a pas de souci, mais peut-être... Alors lesquels c'est un débat. Non, je sais pas. Par exemple, les choix de la restauration rapide, qui est un segment qui est très porteur, avec des croissances très intéressantes. Je sais à quel cas tu penses. Voilà, la Piadina. précise. Non, je pense pas à un cas en particulier, mais je pense que les choix d'enfants, c'est aussi chercher la plus-value, la rentabilité. Pas forcément, moi je vois ça dans la bouffe. Moi, en tant que consommateur, et j'échange souvent de casquettes, en tant que consommateur, les marques qui m'intéressent sont pas forcément les marques qui vont m'intéresser d'un point de vue business, parce qu'elles vont être moins rentables, avec des potentiels de croissance qui sont plus faibles. Si moi j'ai dirigé un fonds à votre place, c'est peut-être pas les bio-manger qui va me driver mes critères d'investissement, c'est plutôt la rentabilité, les potentiels des croissances, etc. Donc je trouve ça normal en soi. C'est un mélange de plusieurs critères. C'est-à-dire évidemment, comme tous les fonds, on va regarder les critères de potentiel de croissance, de rentabilité, d'équipe. Après, nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit qu'on est aussi un peu un fonds consumer, c'est aujourd'hui une entreprise qui parle pas, c'est la capacité à parler aux consommateurs. Et quand on dit mieux manger, quand on dit adaptation aux nouveaux usages, en fait, c'est aussi... En fait, les deux vont ensemble parce que les deux sont un gage de pérennité. C'est qu'une entreprise qui n'aura que la rentabilité, la croissance et qui répond pas à la demande du consommateur, c'est peut-être une croissance importante, mais pour nous, c'est pas une croissance très pérenne et donc ça rentre pas dans notre thèse d'investissement. Et ce que tu dis, c'est-à-dire les petites entreprises qui aujourd'hui... je réponds juste aux consommateurs sans prendre en compte tout un business model qui est capable d'atteindre assez rapidement un point mort et de gagner de l'argent assez rapidement, c'est une entreprise qui aura du mal à se développer, avec ou sans fond d'ailleurs. Donc la pérennité est remise en cause aussi. Donc c'est un mélange de l'ensemble des critères. Et donc évidemment, c'est pour ça que je trouvais que ta question était intéressante parce que nous, quand on dit on fait du capital développement, il faut qu'aussi l'entreprise ait un business model qui lui donne les moyens de se développer. On est d'accord. Et vous n'avez pas encore terminé, parce qu'il vous reste encore pas mal d'investissements sur les années à venir. Il y a un boulevard. Justement, est-ce qu'on pourrait rentrer en détail de quelques investissements pour illustrer tout ça ? Je propose peut-être de commencer par les deux marmottes dont on a commencé à parler justement à l'instant. Comment ça s'est passé ? Quand est-ce que vous êtes entré au capital ? Quel était le projet à ce moment-là de développement ? Les deux marmottes, c'est une très très belle rencontre. D'abord, alors ça faisait partie des entreprises qu'on regardait attentivement parce qu'on voyait bien l'évolution du marché de l'infusion et on connaissait un petit peu le positionnement des deux marmottes, l'ancrage aussi territorial des deux marmottes. Donc c'était une entreprise qu'on regardait attentivement. Et en fait, c'est par réseau, on nous a présenté le dirigeant, le fondateur emblématique des deux marmottes qui s'appelle Jean-Marc Stezicki. Donc on s'est rencontrés, on a bu un café, on s'est rencontrés en terrain neutre. Une infusion. Pour le coup, et on a partagé un déjeuner. Mais au départ, on pensait pas partager le déjeuner parce que c'est Jean-Marc, comme beaucoup aussi d'entrepreneurs en région, ont un peu peur du fonds parisien qui débarque. Donc on rentrait vraiment dans l'archétype du fonds parisien qui débarque. Donc on s'est dit qu'on passerait pas 10 minutes et qu'il allait vite nous mettre dehors. Et finalement, c'est ce que décrivait Laurent tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un fit humain il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, on a partagé le déjeuner et puis après, on s'est revus. Mais là, ce qui a pris du temps, en fait, c'est la création de la relation de confiance entre Jean-Marc, parce que même si Jean-Marc est dans un processus de cession de son entreprise, il était dans c'est une entreprise familiale, c'est l'entreprise dont il a hérité de son beau-père avec une histoire familiale qui est assez forte. Et donc, il voulait vendre, mais en fait, il voulait pas vendre un fonds, il voulait pas vendre un industriel. Donc, c'est qu'on s'est dit, mais à qui tu veux vendre, Jean-Marc? Parce que ça va commencer à être compliqué. Il voulait transmettre. Parce qu'il voulait pas qu'on abîme sa marque. Donc, en fait, ce qui a créé le lien entre Jean-Marc et nous, c'est la construction du projet ensemble. Et puis après, avec Christian, le repreneur qu'on a rencontré, Christian Polge, pour construire un projet qui, pendant ces 5 ans, n'abîmait pas la marque et la développait. Donc le projet, lui, il l'avait pas encore, ou il avait déjà des idées, mais vous l'avez vraiment co-construit. On l'a vraiment co-construit avec lui. C'est pour ça aussi qu'il nous a fait... En fait, cette relation de confiance s'est construite sur la durée. C'est pour ça qu'il nous a emmenés avec lui rencontrer les producteurs, qu'on a très vite rencontré toute l'équipe. On est allé beaucoup sur place.
Et on a vraiment construit le projet avec lui et avec Christian pour... quand tu dis on, donc c'est déjà... il y a déjà Christian. Donc Christian, c'est un ancien de Coca, je crois, c'est ça. C'est le repreneur, c'est le dirigeant. Quelle relation avec lui à ce moment-là? C'est vous l'avez identifié comme un expert pour reprendre et devenir le président ou... Christian, on l'a rencontré parce qu'il cherchait un projet entrepreneurial. Ah, d'accord. Est arrivé les Deux Marmottes. Aujourd'hui, les Deux Marmottes, comme beaucoup d'entreprises qui sont distribuées en GMS, donc atteignaient 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on atteint 13 millions en GMS, on atteint une forme de plafond. Et donc après, c'est un vrai savoir-faire d'aller vendre en grande distribution parce que tout de suite, on rentre en centrale, on est dans des négos qui sont quand même un peu plus durs. Donc là, il faut un expert. Et là, il faut quelqu'un qui sache faire. Et je vais citer Jean-Marc. Enfin, Jean-Marc considérait qu'à cette taille, il a commencé à atteindre les limites de ses compétences pour emmener l'entreprise plus loin. Notamment de par son aspect, ses enjeux commerciaux de négociation avec la grande distribution où il avait réussi à se développer beaucoup en direct magasin. Et maintenant, il fallait passer un cap, et ce cap-là de passer en centrale, c'était dur. Vraiment, c'est dur pour quelqu'un qui... Et Christian, tout de suite, on savait que c'était l'ancien directeur commercial de Coca-Cola avant d'en être le patron en France. C'était son vrai savoir-faire. On savait qu'on avait quelqu'un qui était capable de tenir les négos avec la grande distribution. Un beau casting, ouais. Et donc on l'a choisi comme ça. Et Christian connaissait les Deux Marmottes. C'est un passionné de montagne. C'est un amoureux de la marque. Et ça, c'était important aussi. Et parce que Christian a fait le choix de quitter Paris pour aller vivre à Bon-Chablais quand même. Ouais, trouver un dirigeant qui fasse ce choix-là, c'est pas forcément toujours évident. Oui, mais le sujet, même si j'adore ma Savoie natale, je comprends très bien le sujet. Mais là, c'est un cas quand même atypique parce que c'est la reprise de la société avec un repreneur. C'est pas un investissement là. C'est pas du capital développement. C'est une reprise. C'est une reprise avec un dirigeant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé Jean-Marc Stéziki avec un dirigeant qui était qui avait peur de vendre l'entreprise à n'importe qui. Et c'est vrai que c'est un cas aussi un peu. Généralement, le dirigeant, il vend. Le montant du chèque a son importance et c'est pour ça que Jean-Marc, ses conseils, quand il disait je veux pas vendre un industriel, je veux pas vendre un fonds, c'était quand même trop attaché à la marque. En fait, il voulait vendre à des gens, à des personnes avec une rencontre et au départ, comme il voulait pas vendre un fonds, c'est pour ça qu'on disait qu'on n'allait pas passer plus de 10 minutes parce qu'on était en plus un fonds parisien, même pas local. C'était finalement une approche très spéciale, très personnelle. Et du coup, là, il a cédé la totalité de la structure. Vous avez racheté 100% ou vous êtes majoritaire? On est majoritaire, là, mais Jean-Marc est devenu investisseur de French Food Capital. C'est la belle histoire. Tout un écosystème avec l'argent, forcément. Ça, c'est un bon deal, en fait. Il voulait pas complètement quitter les Deux Marmottes et il voulait pas complètement nous quitter non plus. Donc maintenant, il surveille en tant qu'investisseur ce qui est fait avec les Deux Marmottes. Et il a d'autres enfants maintenant à gérer. Exactement. Donc on le voit régulièrement. Le montant de la transaction, il était public? Non, c'est d'accord, c'est pris. Et l'objectif à ce moment-là, c'est déjà racheter les parts et c'est aussi de financer donc les nouveaux projets, la croissance. Le projet, c'était quoi? Donc c'est certainement avec Christian Polge, donc c'est d'étendre la distribution, travailler la marque aussi un peu plus, c'est ça? Il y avait trois gros projets. Le premier projet, c'est d'emmener l'entreprise sur toute la France en grande distribution, ce qui n'était pas le cas au moment où on est rentré. Très local encore, avec un peu de distribution. On était à 20 distributions en valeur, je crois. Donc 20%, c'était pas. Il y avait de la marge, et donc ça, Christian, c'était vraiment son cœur d'expertise. C'est le sujet qu'il aime faire. C'est le sujet qu'il aime faire. Donc d'ailleurs, ça répond aussi un peu à ta question sur l'international. Chez De Marmotte, la priorité, c'est déjà d'emmener la marque sur toute la France. Ça, c'est la première priorité. Pour 5 ans, est-ce qu'il y a l'international là? Pas encore. On démarre, mais la grosse partie du plan de développement, ça va être quand même la France. Et un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel aujourd'hui. On parle de grande distribution, mais il y a certainement de la distribution en dehors de la grande distribution. Oui. On est en jardinerie, on va démarrer le CHR, on peut démarrer d'autres réseaux de distribution aussi. Donc c'est aussi tout le plan de développement. Ce qu'on dit sur toute la France, c'est en GMS et sur d'autres réseaux. Et d'ailleurs, le deuxième, c'était le digital. C'est développer le e-commerce. Parce que là, il y en avait très peu à l'époque. Il y en avait très très peu. Il y avait un site qui fonctionnait tout seul sans que personne s'en occupe. Donc on avait quand même une grosse
communauté de fans qui commandaient sur le site, mais personne s'en occupait vraiment. De toute façon, les Deux Marmottes, c'est une marque qui n'a pas communiqué, c'est une marque qui s'est développée, c'est la beauté que par le bouche à oreille. Une belle promesse, une marque un peu décalée qui a plu et qui a su quand même connaître son succès, mais ça va être très localement. Et puis les gens c'est les gens qui allaient au ski, qui ont connu les Deux Marmottes et qui ont ramené la marque avec eux ça a permis dans de d'autres diffuser régions la marque, de France. évidemment, dans d'autres régions. Ça, c'est une des forces. Et c'était une des forces de la... Et après, effectivement, il a fallu... et c'est ce qu'on a commencé, ce qu'on a fait très rapidement avec Christian, c'est exprimer la plateforme de marque, reconstruire la marque pour... exprimer la promesse de qualité de la marque qui n'était pas du tout exprimée, exprimer ce qu'est la marque, c'est que les consommateurs aiment la marque sans vraiment savoir pourquoi, ils trouvent ça bon, ils la trouvent sympa. Mais, donc il y avait tout un sujet plateforme de marque à construire. Et quand tu dis voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'on touche la particularité de votre fonds, c'est-à-dire que vous avez évidemment mis de l'argent, mais il y a tout cet accompagnement. Donc déjà vous êtes allé chercher le nouveau CEO. Et en plus, vous continuez, vous, en tant qu'expert, à accompagner régulièrement. Ça se passe comment concrètement? Vous êtes au board des Deux Marmottes. Donc c'est quoi? C'est un rendez-vous par mois? Comment se passent les échanges aujourd'hui entre French Food et un de ses premiers investissements? Alors il y a un board trimestriel. Ouais. Donc ça, on prend ensemble les grandes décisions stratégiques pour l'entreprise. Mais nous, on suit l'entreprise de manière un peu plus rapprochée que ça. Après, il y a un comité de pilotage mensuel. Et dans lequel on suit vraiment le business aux côtés du dirigeant avec ses joies, ses peines. Si on peut aider, on essaye. S'il y a des décisions rapides à prendre ensemble, on les prend. Et évidemment, on s'appelle. En fait, avec tous nos dirigeants, on s'appelle quasiment toutes les semaines. D'accord. Mais on s'appelle parce que c'est ce que disait Laurent, c'est une association, c'est-à-dire sans que ce soit écrit. On s'appelle. Mais vous suivez. Voilà, c'est bon signe. Et les dirigeants savent qu'ils peuvent compter sur vous. Exactement. Et pour le coup, les Deux Marmottes, on voulait entourer Christian, donc le board accueille des personnalités externes. Donc c'est pas juste le board trimestriel, c'est pas juste Christian Polge et French Food Capital. Et j'en profite là, l'actualité. Donc les Deux Marmottes, vous êtes rentré il y a 2 ans, c'est ça? Aujourd'hui, comment va la marque? Comment le business s'est développé? Alors, la marque se porte très bien. Ouais. Alors, la marque a toujours fait dans l'historique entre plus 10 et plus 12% de croissance. Pardon? Et la marque se porte plutôt bien. Elle affiche une belle croissance et notamment portée par les changements d'habitude de consommation du consommateur. C'est-à-dire que le secteur de l'infusion est lui-même en forte croissance. On est sur un secteur, un marché qui a pris plus 10%. Donc, d'accord. Ouais. En GMS. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aussi le consommateur cherche des boissons chaudes saines. Et donc il va vers l'infusion. Donc l'infusion, c'est une catégorie qui se développe fortement. Une catégorie, tout à fait. On va parler peut-être d'un autre investissement parce que nos auditeurs qui connaissent pas French Food, ils se demandent, mais ils ont. Sinon, il faut faire un business plan sur les Deux Marmottes. Sur les Deux Marmottes, sur tout ça. Mais il y a plein de choses à dire. Très bonne idée d'ailleurs. C'est un sujet qui m'intéresse. Ça fait écho à mes origines savoyardes, comme tu le sais. La boulangerie Thierry Marx, c'est peut-être un autre investissement qui pourrait être intéressant, juste de comprendre un peu mieux la démarche. Là, c'est encore différent parce que c'est la création d'une enseigne. Boulangerie Thierry Marx telle qu'elle existe aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Si, il y avait une boulangerie qui avait été montée par Thierry. Qui portait ce nom-là, sur ce concept-là. Exactement. C'est un peu particulier parce que je l'avais aidé à monter l'entreprise avant de créer French Food Capital. Mais l'entreprise existait. Après, ce qui s'est passé, c'est la volonté de Thierry de continuer à développer ce projet. Et c'est là où t'as pris la casquette French Food. Exactement. Sinon, ça correspond également au bien manger, et ça correspond aux attentes du consommateur d'aujourd'hui et au changement d'habitude de consommation. De plus en plus, les gens dans les bureaux, notamment dans les grandes villes, se nourrissent de snacking à midi et cherchent quand même du snacking de qualité. Bien sûr, c'est dans la restauration rapide. Nous avons observé en même temps un phénomène de la émergence des nouvelles boulangeries à Paris, comme Mommy, Stembel, Sens, c'est un nouveau phénomène. Circus de l'autre côté On est entre les deux en fait. On est entre la boulangerie, comme toutes celles que tu as citées. C'est-à-dire qu'on fait tous les jours notre pain à base de farine bio, de levain naturel, poussé lentement. On fait toutes nos pâtisseries fraîches, on fait toute notre viennoiserie. Mais on fait également beaucoup de snacking, donc beaucoup de sandwichs, beaucoup de salades et le bread maki qui est
donc du pain toasté, garni, roulé, qui ressemble à un maquis japonais. Mais avec un pain brioché, c'est avec ça, un pain demi. De pain demi. Ouais. Et aujourd'hui, il y a combien de boulangeries, Thierry Marx, Donc, il y a 4 boulangeries. La dernière a ouvert il y a 15 jours. Qui est Avenue Marceau. Avenue Marceau, l'ancienne boulangerie qui s'appelait Joséphine. D'accord. On descend sur la droite. Et donc vous êtes, Marceau, je ne sais pas si c'est les cas, mais c'est plutôt dans des quartiers avec beaucoup de flux, beaucoup de bureaux. On est dans des quartiers de bureaux et on cherche un double flux, c'est-à-dire à la fois des gens qui viennent à déjeuner, acheter nos produits, et à la fois, bien sûr, des gens qui viennent qui habitent là ou qui viennent acheter du pain pour rentrer chez eux, etc. Donc l'économie de la boulangerie, elle tient à avoir une boutique qui accueille des clients toute la journée. Le matin pour acheter un croissant, un pain au chocolat, boire un café, jusqu'au soir pour ramener un pain, une pâtisserie à la maison. Et ça, 4 ouvertures, c'est conforme au plan ou ça a été plus compliqué ou... En fait, on ne savait pas si on allait ouvrir des petites boulangeries, des boulangeries moyennes, des boulangeries plus grandes. Et puis, si on n'avait pas de modèle, en fait, là, on a un modèle sur des boulangeries d'une certaine taille. Si vous allez à Beaupassage, ou la dernière qu'on a ouverte, les deux ont une certaine taille, en fait. Donc, c'est conforme au plan. Quand tu dis certaines tailles, elles sont plutôt petites? Non, elles sont plutôt grandes. Plutôt grandes, j'ai l'impression. Plutôt grandes, parce que le concept a besoin de taille pour s'épanouir. Oui, c'est un lieu où on consomme sur place. C'est un lieu où on consomme sur place, et la consommation sur place est relativement importante. Voilà. Parce tu faisais référence à McDo et Ducasse, la différence du ticket moyen, et je pense que la difficulté en boulangerie, c'est un ticket qui est à la base très faible en fait pour la consommation du pain quotidien, mais en ajoutant cette dimension restauration rapide, tout de suite on peut avoir des tickets plus importants. C'est exactement ça, mais c'est un métier c'est un métier de flux. Hein. Bien sûr. Une boulangerie, elle marche parce qu'il y a un certain nombre de clients qui viennent tous les jours. Ah, c'est clair. C'est quoi un flux moyen pour une boulangerie comme ça? C'est 500 c'est 500 clients. 500 clients. Donc d'où l'importance de l'emplacement. Il y a un des investissements qui a un coup de cœur des Philibert. On évoque dans tous les épisodes. J'ai arrêté d'en faire de la pub. Il paraît que j'en parlais trop. On a fait c'est mon point commun avec Paul Moutinho d'ailleurs. Il y a 50% des épisodes où il évoque terroir d'avenir, et c'est un investissement. Et je salue Samuel Naon qui nous écoute. Je sais qu'il écoute tous les épisodes. Je pense que celui-là il va écouter encore plus. Terroir, c'est pareil. Enfin, c'est toujours des histoires de rencontres, des histoires d'hommes comme avec De Marmotte, comme avec Thierry. C'est-à-dire que je connaissais les produits terroirs puisque avec Ducasse, on a été parmi ses premiers clients. Hein. D'accord. Moi-même, je suis associé dans des restaurants et on achète des produits terroirs. Ouais. Donc c'est ton contact à toi, on va dire. Et après, donc entre connaître un produit et un fournisseur et s'associer, il y a quand même, il y a quand même un pas à franchir. Ça me passionne, je veux tout savoir. Non, après on a invité Alex et Sam à venir participer à notre food camp, c'est-à-dire les 2 jours qu'on organise, on souhaite maintenant organiser régulièrement, où on accueille. Vous réunissez vos réseaux, les experts et les gens de votre réseau. Exactement, que des entrepreneurs, que ça soit des entrepreneurs des start-upers, des dirigeants de PME, d'ETI ou des dirigeants de grandes entreprises. Mais uniquement dans l'alimentaire. Ils ont été invités, je crois, à intervenir, ça s'appelle. Ils ont été invités à intervenir, et ça nous a permis de nous connaître, et après on s'est fréquentés pour parler du développement de terroir. En disant qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, est-ce que vous pensez pas aujourd'hui que vous êtes dans un momentum très fort, et que si vous développez pas rapidement, d'autres personnes, bien sûr, parce que d'autres personnes vont faire le même métier que vous, peut-être moins bien, certes, mais une fois qu'ils ont pris des places, une fois que vous avez pris des fonds de commerce, vous avez plus la place. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment? C'est qui était le plus à l'initiative de la rencontre à ce moment-là? C'est plus vous ou eux? Non, c'est plus nous parce que c'est nous qui connaissons un entrepreneur d'une entreprise de cette taille-là. La plupart du temps, il s'est développé avec ses propres moyens. Il a essayé de gagner de l'argent, de ne pas en perdre. Il a réinvesti tous ses proceeds, etc. Et il faut qu'il arrive à une certaine maturité dans le développement de son entreprise pour se dire je vais chercher maintenant des fonds extérieurs pour me développer plus rapidement. Et donc nous on a expliqué, mais comme vous venez de le faire avec les questions que vous avez posées, on a expliqué à Sam et Alex voilà comment marche un fonds.
Et voilà comment on peut t'aider. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a un momentum et que ça serait bien de t'aider. Mais ça a pris, ce que je dis en 2 minutes, là. Ça n'a pas pris un mois, ça. Ça a pris plusieurs semaines, parce que d'abord, il faut qu'il soit confortable. Il faut qu'il comprenne la mécanique. Il faut qu'il comprenne comment on va intervenir. Il faut que nous aussi, après ça, nous, on comprenne le business plan. Qu'est-ce qu'on va développer? Comment on va développer? Quel est le potentiel de croissance? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'ils ont des besoins d'abord? Est-ce qu'ils ont des besoins de capitaux? Est-ce qu'en mettant plus d'argent dans l'entreprise, ça va permettre d'aller plus vite? Ou quoi qu'il arrive, on peut pas aller plus vite parce qu'il faut trouver des fournisseurs. Donc il faut comprendre toute la dynamique de l'entreprise. Et quand on a compris toute la dynamique de l'entreprise, quand on se connaît bien, etc. Après, on peut parler d'un projet, d'un vrai projet. Et voilà. Là, concrètement, donc bien sûr, ça prend du temps, mais c'est pas du temps. On passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs. Bien sûr. Et on est très généreux de notre temps aussi. Donc ça nous arrive de donner des conseils à des entrepreneurs sans penser qu'un jour on va investir chez eux, parce que de toute façon l'entreprise ne peut ne pas correspondre à notre critère d'investissement en termes de taille. Mais je pense que c'est pas grave, parce que peut-être que lui va nous donner une idée, il va nous présenter quelqu'un, etc. Donc ça, on le fait volontiers. Et à un moment donné, il y a une rencontre qui se fait en disant c'est le bon moment. C'est le moment pour Terroir de faire rentrer quelqu'un parce qu'ils ont besoin de capitaux, parce qu'ils ont un vrai projet de développement, ils sont matures tous les deux, ils ont une certaine maturité, ils sont capables de mener à bien ce projet, et nous, on peut être les bonnes personnes pour les accompagner. Et justement, alors concrètement, là, vous êtes rentré, mais vous êtes rentré au capital de Terroir. Exactement. Vous êtes resté minoritaire, je crois, ils nous l'avaient dit pendant le podcast qu'on a enregistré avec eux. Mais par contre, à l'époque, vous étiez en train de finaliser la discussion. Le projet, c'est quoi avec la vision Oui, d'abord, au départ, notre métier, c'est plutôt le métier qu'on fait pour Terroir, c'est-à-dire d'accompagner des entreprises, des entrepreneurs à grandir plus vite. Après, comme elle a expliqué Perrine, on a rencontré un dirigeant d'un démarreur qui voulait vendre, et on a trouvé que la boîte était belle. Donc là, il y a une opportunité. Mais notre cœur de métier, notre savoir-faire, c'est accompagner les entreprises. Apporter des fonds et de l'expérience. Apporter des fonds et de l'expérience. Donc, nous, on n'investit que quand on imagine, en tout cas, avec le dirigeant, que l'on peut l'aider et comment on peut l'aider. Et là, la vision commune avec Terroir d'Avenir, le projet à 5 ans avec Terroir d'Avenir, quand vous êtes rentré, il se base sur quoi? Parce que donc Terroir d'Avenir, aujourd'hui, je crois que c'est 50%, enfin, c'était, parce que ça évolue beaucoup avec la crise, mais 50% B2B, 50% B2C avec des boutiques. Là, le projet, c'est plutôt développer l'ouverture de boutiques, c'est développer le digital, le e-commerce. Ouais, je pense que vous avez répondu, mais le projet est assez simple sur Terroir, parce que les besoins étaient mais pour développer des fonds de commerce, il faut de l'argent. Ouais. Et ensuite, pour développer, pour passer une taille supérieure dans l'entreprise, il fait des moyens, parce qu'il faut un entrepôt de taille plus importante, de la logistique et un ERP, bien sûr. Et donc ça, ils arrivaient à cette taille-là où ils avaient besoin d'un investissement important. Ouais. Pour continuer à très bien servir leurs clients, puisqu'ils ont une demande très forte. Il y a beaucoup de restaurateurs qui veulent se fournir chez Terroir, et ils sont capables de trouver le sourcing de qualité, mais après il faut être capable de livrer en temps, en heure, sans erreur, l'ensemble des restaurateurs. De créer la structure logistique, et même l'organisation, parce que je me rappelle que Samuel, pour l'avoir vu il y a pas très longtemps, je crois que vous l'avez accompagné. Il reconnaissait qu'il y a un sujet sur lequel ils étaient pas très forts, c'est la finance, et je crois que vous les avez accompagnés pour recruter un DAF, qui a un gros sujet chez eux, c'est ça, non? Non, mais après, c'est vrai que tout à l'heure, quand je parlais de structuration financière, c'est qu'un entrepreneur, il a besoin de données, de data, pour piloter, prendre les bonnes décisions et piloter son entreprise. Ouais. Et en fait, Terroir d'Avenir, c'est un bon exemple, ils les avaient pas. Ils n'arrivaient pas à les sortir, etc. Donc, ils prenaient leurs décisions au doigt mouillé. Ouais. Et Terroir d'Avenir, ça a atteint une taille suffisamment importante pour que les décisions au doigt mouillé aient quand même des conséquences financières. Donc, ils ont de la chance parce qu'ils ont un très bon instinct. Donc, souvent, ils prennent les bonnes décisions. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça ils ont conscience que ce sera peut-être pas toujours le cas. Et c'est vrai que ça, en fait, Alexandre et Samuel, ils ont effectivement embauché une DAF parce que c'est pas leur métier de rentrer dans tout le business pour sortir les bonnes datas. Pour prendre, eux, leur métier, c'est d'être dirigeants, donc de prendre les décisions et de développer. Et ça, c'est une de vos recommandations. Et surtout, on les a aidés. On est rentrés, on a mis le nez dans le cambouis avec eux. Non, mais même, on a mis nos équipes. Enfin, pour le coup, on a des équipes qui savent, qui savent un peu faire. C'est un peu notre domaine. Le sujet financier, bien sûr. Et quand Laurent dit on est associés, c'est vraiment ça. C'est qu'on a mis une de nos directrices d'investissement qui est allée chez eux, qui les a aidés à construire le budget, à sortir les bons de données. Après, on a recruté une DAF et on est toujours assez présent pour accompagner la DAF parce que c'est notre rôle de les aider à faire ça. Et puis, on trouve aussi que Alexandre et Samuel, ils n'ont pas forcément de temps à perdre à faire ça. Leur valeur ajoutée, elle est pas là. Là, l'accompagnement opérationnel, il est très fort. C'est très intéressant.
J'invite nos auditeurs à écouter cet épisode de Terroir d'avenir, qui est passionnant, et on se rend compte à quel point ce sont 2 militants de l'assiette, en fait, très engagés, qui ont créé ça de rien. C'est une très belle marque en plus. On évoquait avec eux la notion que Terroir d'avenir, c'est une très belle marque. C'est pas moi qui le dis là cette fois-ci. Non, mais je suis fan. J'essaie de rester objectif. Au-delà de là, j'ai aimé la casquette professionnelle de la bouffe. Ils ont créé une belle marque qui répond aux attentes des consommateurs. Nous, en fait, le projet, pour répondre aussi derrière la vision, pourquoi on croit fortement en terroir, c'est que on pense qu'ils ont la capacité à créer un nouveau modèle de distribution en ultra proximité. Et ça, c'est là où d'autres, aujourd'hui, tout le monde, on essaie d'aller sur le direct producteur, etc. Terroir d'avenir, ils ont construit quelque chose de plus fort que ça. Ouais. Même en sourcing, même sur le modèle des points de vente, dans la relation avec les chefs. Ouais. Et ça, nous, le projet, c'est vraiment de les aider à installer beaucoup plus fortement ce nouveau modèle de distribution sur les 2 segments sur lesquels ils sont positionnés aujourd'hui. Et ça pourrait aller encore plus loin, Terroir d'avenir. Beaucoup de potentiel. On évoquait avec eux les produits même transformés, les conserves, plein de choses. Il y a un boulevard, je pense. Ah, vraiment. Bon, on s'arrête là. On a déjà fait ces podcasts. Non, mais Terroir d'avenir, comme je vous ai vendu les 2 marmottes. Bien sûr. Non, puis il recrée de la proximité, c'est intéressant, puisque c'est quand même un problème en France. De plus en plus de commerces de bouche qui disparaissent. Malheureusement, et c'était le cas à Paris. Et eux, ils arrivent à faire le contraire, c'est-à-dire à créer des petits commerces, parce que chacun des commerces est un petit commerce. Et à réenchanter, même si le terme est détesté, si je le dis comme ça, mais c'est une vraie expérience d'aller chez eux, de discuter avec d'ailleurs du personnel qui est heureux de vendre ces produits-là, et on passe des bons moments et on découvre des bons produits. Donc, franchement, et depuis quelques années, on voit une explosion des concepts, je veux pas identiques, mais similaires à Terroir d'avenir. Ils inspirent beaucoup de monde. Donc ça, c'est chouette. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chez eux, c'est pas un concept, c'est ça. Ils le vivent. Vrai. D'ailleurs, souvent, ils n'ont pas conceptualisé. Les clients ne connaissent pas la marque. Mais Non, mais c'est ça qui est très intelligent, c'est qu'ils l'ont fait ça discrètement, et pourtant une marque est devenue très très forte. Bon, on va arrêter avec la pub Terroir d'avenir. Ils nous sponsorisent pas pendant ce temps. Alexandre Samuel, si vous nous écoutez. Et un quatrième peut-être investissement qu'on aimerait évoquer, qui est la Piadina, parce que c'est encore un autre cas en fait. Ça, c'est une ancienne. Je vous laisse expliquer. C'est quoi la Piadina? La Piadina, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous a intéressé dans la Piadina? C'est que c'est un produit donc expliquons d'abord peut-être aux auditeurs qu'est-ce qu'une Piadina, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Donc une Piadine est un produit traditionnel italien du nord de l'Italie qui est pour les Français entre la crêpe et la pizza en termes de consistance. Pour les Italiens, c'est aussi connu qu'une crêpe. Donc ça fait partie de la culture italienne d'un produit donc qui est cuit au dernier moment. C'est une pâte. Qu'on va garder. C'est une pâte cuite au dernier moment et qui est garnie au dernier moment et que l'on mange comme un sandwich chaud. Qui plie et du coup qui est assez pratique en consommation emportée. Oui, donc c'est de la nourriture de rue en Italie. Voilà, street food. Et il y a beaucoup de petits commerces de piadine traditionnels en Italie où papa et maman font la piadine et personne n'avait réussi à industrialiser dans un sens plus noble, c'est-à-dire à faire une chaîne de piadine. Plus grande échelle. Parce que la manière dont la pâte était fabriquée, la plupart du temps congelée, faisait que le goût était très différent et pas suffisamment bon, en tout cas pour le palais des Italiens qui avaient l'habitude de manger ce produit. Et la piadineria en Italie a réussi à combiner une industrialisation, donc développer une chaîne de piadine, tout en gardant un produit de qualité en faisant une pâte fraîche. Donc la pâte qui est reçue le matin est une pâte qui va être boulée. Et puis aplatie, cuisinée, cuite. Mais ça part pas de pâte congelée. Et donc ils ont monté une usine pour ça. Et en faisant ça, ils ont séduit le palais des Italiens puisqu'ils arrivent à faire un produit qui est très bon en goût. Je crois qu'en Italie, il y a combien de restaurants? 200 plus de 300. 300 maintenant. Oui, c'est un gros truc en Italie, mais c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas. Non. Et donc nous, on a trouvé que ça correspondait bien aux habitudes de consommation d'aujourd'hui parce que c'était un très bon rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez manger soit vous mettez bien sûr du jambon, du fromage italien et vous avez quelque chose de très consistant, soit vous mettez des légumes, vous avez quelque chose de plus léger. Donc ça correspond bien aux attentes de tout le monde. Et le fait que ça soit cuit quand même, puisque la pâte est cuite minute, garnie minute, vous avez une fraîcheur à ce prix-là qu'on ne retrouve pas dans les chaînes industrielles. Et les prix, c'est quand même un prix qui est très compétitif par rapport à l'offre des restaurations rapides. Exactement.
Exactement. Donc on a trouvé que le produit correspondait en termes de qualité de produit, de goût et d'usage aux attentes du consommateur d'aujourd'hui. Ce qui est difficile en France pour nous, et on le savait depuis le départ, c'est faire découvrir ce produit. Autant on sait qu'est-ce qu'une crêpe, autant on sait qu'est-ce que c'est qu'une pizza. Donc on n'a pas besoin d'expliquer, donc il faut éduquer, évangéliser le consommateur. Oui, bien sûr. Mais ça prend du temps, ça c'est un changement culturel. Et donc en Italie, ils en ouvrant, les gens connaissent, ils rentrent. Donc ils arrivent à déployer très facilement puisqu'ils en ouvrent 50 par an. Encore aujourd'hui? Ah, c'est énorme. En Italie. Juste en Italie. Juste en Italie. D'accord. Mais donc là, c'est encore différent, juste d'un point de vue business investissement. C'est le lancement en France d'un concept étranger qui existe déjà en Italie, que vous lancez en France dès zéro, quoi. C'est pas un investissement. Voilà, là, c'est vraiment la création d'une structure. Oui, c'est vrai qu'on est un fonds un peu atypique là-dedans. Au départ, on a quand même travaillé avec un fonds plus important pour prendre une participation dans la Padine en Italie. Ah, d'accord. Et justement, nous, on a amené notre expertise sur comment on pouvait développer le produit en France. Et ensuite, c'est on a perdu, on va dire, cette étape. Et ensuite, il y a les fondateurs. Le fondateur accompagné du fonds qui l'accompagne en Italie sont venus nous voir en disant est-ce que vous pouvez pas nous accompagner parce qu'on a bien aimé ce que vous avez défendu, votre thèse et votre approche, etc. Même si vous n'avez pas mis assez d'argent pour nous racheter. En revanche, toute l'approche et tout le déroulé que vous avez fait de comment s'implanter en France, ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez le faire avec nous? Cool, l'expertise française avec le réseau. Donc on le fait avec eux, on est associé avec eux pour le développer en France. Donc vous avez créé une structure en France, donc c'est la création d'une structure. Exactement. Vous êtes pas 50-50, enfin à répartir, ça me regarde pas. Exactement. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe? Tu disais que les Français ils ont du mal à adhérer au concept. C'est un peu difficile puisque la plupart de nos points de vente à Paris ont ouvert entre décembre et mars. Ah, quel timing. En centre commercial. Et beaucoup en centre co, puisque en Italie, le développement à 90% est dans les centres. Là où il y a du flux. Là, vous êtes allé chercher. Donc nous, on a ouvert en centre-ville et en centre co. Et heureusement, Centre-ville, il y a eu une ouverture quand même à Paris. C'est là où, justement, Paul, c'était rue d'Anjou, c'est ça? Exactement. On a ouvert rue d'Anjou, en premier, qui marche très bien, qui a très bien marché. Bon, bien sûr, qui a souffert pendant le confinement, on peut l'imaginer. Bien sûr. Et en centre-co, on a été impacté par la fréquentation des centres-co selon les centres-co. Hein. C'est pas. Bien sûr. Donc voilà. Justement, tu as évoqué l'impact de la crise, du confinement. Là, on est bientôt dans un nouveau confinement. Sur vos investissements, est-ce que juste rapidement, au sens large, est-ce qu'il y a des investissements qui ont été plus impactés que d'autres? Est-ce que juste vous pouvez nous donner un topo rapide dès la situation du Covid? Évidemment, il y a des investissements qui ont été plus impactés que d'autres. Je pense, alors on vient de parler de la Piadina parce que quand on est en centre commercial sur une grosse partie de notre point de vente, que les centres commerciaux ferment, voilà. Il n'y a pas besoin de commenter plus. Classe-Croûte est aussi pas mal impacté parce que restaurant implanté en zone d'activité, déjà fermeture, et puis après télétravail, puisque restaurant implanté dans les zones d'activité de bureaux, avec aussi une partie de l'activité sur les plateaux repas et les petits cocktails en entreprise. Donc on peut imaginer que c'est pas une activité très florissante à l'heure actuelle. Donc la route a été très impactée. Après, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est d'être très près des dirigeants, donc on leur parle très souvent, et puis surtout de réfléchir avec eux à la manière dont on peut tout de suite trouver d'autres leviers pour aller chercher du chiffre d'affaires pour compenser ce chiffre d'affaires dont on sait qu'il reviendra pas tout de suite. Enfin, les plateaux repas et les cocktails en entreprise, on sait que c'est pas. Donc il faut trouver d'autres leviers de croissance. Et finalement, ces leviers de compensation du chiffre d'affaires vont être aussi les leviers de croissance de demain quand la situation sera redevenue un peu à la normale. Donc nous, on continue à être là, à les soutenir, mais Classe-Route, c'est pas facile. Et après, on a des participations qui sont moins impactées. Terroir d'avenir, comme on est moitié-moitié, les boutiques, ça continue à se développer parce qu'il faut bien que les consommateurs aient fait leurs courses. Et en plus, quand on est confiné chez soi, qu'on peut plus aller au resto, on a quand même un peu envie de se faire plaisir. Et on achète des bons produits. Exactement. Donc, il y a impacté plutôt positivement sur la partie boutique. Alors, par contre, très négativement sur la partie on est solidaire de la restauration. Quand la restauration est fermée, on fournit plus. Donc, notre activité est aussi à l'arrêt. Et après, on a des participations qui sont très peu, voire pas impactées.
Donc les deux marmottes, comme on est finalement, on dit souvent que c'est dur d'être en GMS, mais bon, quand on est en GMS, comme ça reste ouvert, on profite du flux de consommation. Et puis le e-commerce est bien développé aussi. Et puis après, notre cas santé qui est un pur player online de digital, évidemment, commence à être impacté maintenant. Commence à être impacté maintenant parce que comme on vend de l'accompagnement nutritionnel, minceur, donc sur des durées qui vont de 1 à 6 mois. En fait, de plus en plus, maintenant, on sent que les consommateurs commencent à avoir un peu plus peur du lendemain et le recrutement avec l'engagement sur 3 à 6 mois est plus compliqué. Mais effectivement, ça commence un peu maintenant parce qu'on ne sait plus trop où on va, mais on a même été en très forte croissance parce qu'on est chez soi, on en profite pour faire un petit régime, on se fait livrer des plats. Voilà. On a lancé une édition spéciale pendant la première vague du Covid en France, pendant les confinements, et on a vu ça, constater des réalités complètement différentes au sein des acteurs de la bouffe, certains qui faisaient x10 et d'autres qui passaient de tout à zéro. Et voilà, c'est la difficulté. Et notre portefeuille, c'est un peu pareil. L'avantage d'avoir un portefeuille. Diversifié, à la base. Si on continue sur les actualités, vous avez une grosse actualité. Vous avez donc un nouvel investissement qui a été officialisé il y a quelques jours. Vous pouvez nous en dire, Perrine ou Laurent, comme Laurent, il parle très très bien de la boulangerie, donc je laisse la parole à Laurent. Laurent, t'écoutes. Non, donc en France, il y a un fort développement dans la boulangerie et beaucoup se développent en périphérie des villes. Et donc, on a investi dans un réseau de 18 boulangeries, 19 aujourd'hui. Il y a une nouvelle qui a ouverte. Qui s'appelle Sophie Le Bruy. D'accord. Et donc, c'est essentiellement implanté dans les Hauts-de-France. D'accord. Et donc, leur métier, c'est de faire des produits avec un très bon rapport qualité-prix sur des ronds-points, donc en périphérie des villes. D'accord. Et c'est intéressant parce que ça montre un changement de mode de consommation. Bien sûr. Les gens ne vont plus dans le centre-ville pour acheter leur pain. Ils s'arrêtent au passage du bureau, à la sortie de bureau, pour acheter du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie selon le moment de la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on fait ça en périphérie, comme cette entreprise s'est développée en périphérie des villes, l'immobilier est pas très cher dans les ronds-points. Donc, le concept s'épanouit sur 350 mètres carrés. Grande boulangerie. C'est des grandes boulangeries. Et sur une grande boulangerie, c'est des lieux de consommation. On propose une variété de produits beaucoup plus large. Une très très large variété de produits et de la consommation sur place. D'accord. Et lorsque vous êtes dans des zones rurales, parce qu'on est installé aussi dans des zones rurales, ça devient le lieu de convivialité de la ville. Où vous avez des mamies, des mamans qui viennent le mercredi dans le salon de thé parce que il y a pas d'alcool, parce que c'est plutôt sympa, parce que le produit est bon et pas cher. Et donc ça crée ce contact du commerçant en fait. D'accord. Alors, je trouve ça intéressant sociologiquement bien parlant, sûr. j'entends, au-delà du business bien entendu, de ce qui se passe. Oui, nous à Paris, on connaît moins cette évolution-là, quoi. Ouais. Et là, pareil, on fait des produits bien sûr de très bons rapports qualité-prix, tout en travaillant avec du blé français, avec un petit meunier français, avec du pain qui est pétri et cuit sur place. Et là, peut-être, on pourrait imaginer des synergies avec la boulangerie Thierry Marx, j'en sais rien. C'est quand même, ça reste un autre métier. Les synergies, elles existent parce qu'on connaît. On connaît le métier de la boulangerie et que c'est pas les mêmes positionnements. Non, c'est pas les mêmes positionnements, mais la rencontre. Ça peut donner des idées. Oui, la rencontre qui n'a pas encore eu lieu parce qu'on vient juste d'investir la semaine dernière entre Thierry et Olivier va être intéressante parce que ils ont tous les deux une vision de bien nourrir à moindre coût, parce que même si c'est un peu cher, la boulangerie de Thierry, c'est quand même, ça reste des produits très très abordables. Je veux dire, pour 1,20 €, vous avez une baguette, donc ça reste du produit très abordable. Et donc à nourrir son prochain au moindre coût en faisant attention à la qualité des produits. Alors, bien sûr, chez Marx, on arrive à faire du pain bio avec de la farine bio, et chez Le Bruy, c'est pas de la farine bio, mais ça reste de la farine française. Par hasard de la vie, on a le même meunier. D'accord. Ça prouve ça prouve que la sensibilité qu'avait ce dirigeant sur la qualité des produits, parce qu'il n'a pas pris on va dire un très grand industriel, mais il a pris comme nous un meunier de région parisienne qui vient au food camp d'ailleurs. Qui vient au food camp, voilà. Qui vient au food camp, le meunier. Voilà. Donc c'est les démarches se rapprochent, tout en ayant des business models totalement différents. Lui c'est du flux, pas de stacking, etc. Mais
En effet, ça se rapproche. Et pour nous, c'est intéressant de comparer les deux, bien sûr. Bien sûr. Perrine, tu parles du food camp, super transition. Tu peux nous en dire un peu plus? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Si vous aviez l'habitude de réunir vos réseaux des experts, malheureusement, il y en avait un qui était prévu pendant le confinement. Le 1er et 2 avril. Premier confinement, donc, a été annulé. Comment ça va se passer? Vous en organisez d'autres? Écoute, il y en a un qui était prévu le 1er et 2 avril qui a été annulé. On l'a repoussé au 13 et 14 octobre. Il a été aussi annulé. Et donc là, on a calé d'autres dates fin mars, mais que pour le moment, je n'annonce pas parce qu'il y a une forte incertitude quand même par rapport même à fin mars au contexte sanitaire. Donc les autorités nous parlent de l'été pour être un peu tranquille. Mais ouais, donc je pense que mars, on va peut-être essayer de le décaler à juin. Enfin, en gros, j'essaie de trouver, j'attends d'y voir un peu plus clair pour essayer de trouver des dates pour les réorganiser parce que je pense que c'est important de le faire en 2021 puisque notre communauté de dirigeants va quand même avoir besoin de se retrouver physiquement dans le cocon constitue le food camp. Pour parler aussi de cette crise, pour parler de l'après, et puis juste pour se retrouver parce qu'on a été un peu privé. En fait, c'était toute la promesse du food camp, c'est de créer un lien très intimiste entre des dirigeants et des entrepreneurs alimentaires. Donc combien de personnes? 150 à 200. D'accord. Et ça, pas plus, on fera jamais plus parce que sinon on perd le côté intimiste et convivial. Accessible, que chacun puisse échanger. Et ça, sur les digitales, c'est difficile à répliquer. Visio, des lives, des machins. Puis évidemment, il y a des experts, du contenu intéressant, des témoignages, tout ce qu'on attend d'un événement comme ça. Mais une des grosses promesses du food camp, c'est les repas. Oui, les repas. C'est le bon moment. Et les repas pour le réseau, c'est-à-dire qu'on est tous entrepreneurs de la bouffe. C'est clair. Donc, c'est de leur donner bien à manger. Donc, on fait venir un chef le soir. Donc, il y a un vrai dîner le soir animé par un chef invité. Le premier, c'était Pierre Sang. Le deuxième, ça devait être Maxime Chelstret, qui est un entrepreneur assez emblématique du Nord. Et un restaurateur entrepreneur puisqu'il a pris un énorme espace sur toutes les hauteurs de l'île pour faire un restaurant événementiel intéressant d'ailleurs, je vous le recommande en tant qu'invité. C'est un vrai chef entrepreneur et évidemment c'est tous les repas parce que c'est ce qui fait aussi la convivialité du food camp, c'est qu'on se retrouve et ce qui fait le réseau, du coup le réseau de qualité, on se retrouve, on mange bien, on a plaisir à bien manger ensemble, on se retrouve 2 midis, 2 déjeuners, un dîner, le petit déjeuner. Normalement, on devrait réussir à faire du réseau de qualité. Prendre quelques kilos. Faut prendre quelques kilos. Se faire plaisir de temps en temps. On parle de la suite. On va avancer parce qu'on aime bien parler de la suite. On a évoqué, mais là, on va vraiment se concentrer sur les années à venir. Déjà, tu nous as donné une perspective par rapport à votre investissement, la durée des 10 ans, que vous investissez les 5 premières années et après, c'est l'accompagnement. Quels sont les challenges des French Food pour les années à venir, on va dire sur les 5 années à venir? Ça va être d'investir parce que là aujourd'hui pour vous donner, on a investi la moitié du fonds. C'est ce que je vais vous demander, c'est ça, d'accord. C'est la question que nos auditeurs voulaient poser en fait. Combien il reste? Donc il reste la moitié. Vous allez avoir plein de coups de fil. Et tout l'enjeu, c'est cette année-là, avec le contexte qu'on connaît, a été une année peu faste en termes d'investissement, mais parce qu'elle est peu faste aussi pour nos entrepreneurs, pour tout le monde. Donc c'est pas le moment opportun pour aller lever des fonds. On pense que 2021, ça commence déjà, il commence à y avoir des entrepreneurs qui cherchent du financement en fonds propres. Donc, on sait que cette fin d'année, plus 2021, ça va redémarrer. Donc, nous, notre enjeu dans les 2 prochaines années, c'est d'investir la totalité du fonds. Donc, ça va être d'aller, ce que disait Laurent, c'est que évidemment, d'étudier les dossiers qu'on reçoit, mais aussi d'être plus proactif pour aller nouer des relations avec des entrepreneurs, chercher des dossiers, essayer de réfléchir à la valeur qu'on peut apporter à des dirigeants qui ont besoin de développer leur entreprise. Est-ce que des investissements, des cibles que vous regardez? Je ne pense pas que vous allez nous dévoiler des noms comme ça. Peut-être avoir une exclue. Peut-être des segments. C'est ça que tu veux avoir, Daniel. Non, on a évoqué la restauration rapide, la boulangerie. Est-ce qu'il y a des nouveaux segments qui peuvent vous intéresser? En fait, on a même une question par rapport à ça que je retrouve pas, mais c'est un auditeur qui nous posait la question. On les a mal classés, cette fois. Ouais, mais par rapport à surtout l'émergence des dark kitchen, donc des cuisines, des restaurants qui sont disponibles qu'en livraison. Surtout les Covid a accéléré ces tendances. On ne sait pas si c'est une accélération, si c'est juste un pic éphémère et ça va baisser derrière. Est-ce qu'il y a d'autres segments que vous regardez avec attention?
on regarde, la manière, on regarde beaucoup de segments, on est assez attentif, donc les dark kitchens, ça en est un, on est assez attentif aux segments à forte croissance sur le marché, donc effectivement on va regarder, et aujourd'hui la crise qu'on connaît, c'est un vrai accélérateur de tendance qui était déjà à l'œuvre, donc c'est ça qu'on va regarder attentivement, mais aussi on va regarder sur d'autres segments des acteurs qui sont capables de consolider leur marché, parce qu'il va y avoir des enjeux de consolidation aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour transformer des PME en ETI, la croissance externe, c'est aussi une option. Et un fonds, ça aide à faire de la croissance externe. Ça aide, pas qu'en fonds propres, ça aide aussi en termes d'accompagnement pour aller racheter des entreprises. Et c'est vrai que les scénarios post-Covid, il va être très intéressant pour ces acquisitions. Exactement. Donc, on cherche les segments en forte croissance et les acteurs qui, aujourd'hui, sont capables de capter cette croissance-là, voire de consolider les marchés en étant capables d'aller faire une vraie croissance externe. Parce que il y a aussi des marchés qui sont très fragmentés aujourd'hui, avec beaucoup de petits acteurs et sur lesquels on n'a pas vraiment de leader qui a encore émergé. Est-ce que vous avez des velléités ou l'ambition à un moment d'investir plus tôt sur un fonds d'amorçage ou c'est pas votre métier ou c'est pas... Est-ce que c'est un sujet? D'ailleurs, Laurent, l'idée au départ, mais notre projet, évidemment, on reste des entrepreneurs de l'investissement, donc notre projet, c'est d'être le financeur de l'alimentaire. Donc, quand on dit le financeur de l'alimentaire, c'est être capable de prendre toute la verticale. Donc, aujourd'hui, on a un fonds de capital développement, on a ce véhicule-là, mais notre réflexion, c'est demain d'aller lever des fonds pour aller chercher des dossiers plus petits, plus amont, des entreprises plus petites, parce qu'il faut les accompagner aussi, et aller chercher des entreprises un peu plus grosses, donc c'est toujours pas. Et puis, donc il y a la verticale, et aussi être capable d'offrir tous les moyens de financement qu'on pourra apporter à des entrepreneurs de l'alimentaire. Donc aujourd'hui, on est en equity, on pourrait aller faire de la mezzanine, de la dette, il y a d'autres moyens de financer que de l'equity. En fait, nous, notre projet, c'est vraiment de devenir le fonds de référence en termes de financement de la bouffe. Donc de toutes les tailles, du très gros, investissez dans des médias innovants. Nous, on s'est posé la question avec Philibert, et la raison pour laquelle on a monté une agence d'abord, et les podcasts, c'est ensuite notre outil marketing pour faire l'acquisition des clients, c'est qu'on ne voulait pas se faire financer par ailleurs, on ne voulait pas lever de l'argent, on voulait une activité qui tout de suite puisse être rémunératrice en fait, et nous générer des fonds assez rapidement. Donc on a choisi les conseils, l'agence, mais on aurait dû choisir fonds d'investissement en fait, parce qu'on a c'est pour ça qu'on vous a posé toutes ces questions pendant 2 heures. Peut-être vous allez avoir de la concurrence bien. Pas du tout. Mais c'est justement, Laurent, j'ai écouté un podcast qui est enregistré, je pense, l'année dernière avec Alice Thuyer, Patate, qu'on salue. Et tu disais justement ça, que tu avais envie, en fait, je pense que vous aimez beaucoup accompagner les entrepreneurs. Vous avez dit, c'était ça les déclics au départ. Et tu disais, un jour, on aimerait avoir un petit fonds, capital des risques, accompagner les petites boîtes. Donc, je vois que ça reste un peu toujours quelque chose d'actualité, quoi. Oui, c'est intéressant parce que ça permet également de comprendre en amont les tendances. Bien sûr. Oui, d'intervenir plus tôt. De comprendre les tendances. C'est clair. Et c'est peut-être Paul qui est moins chaud parce qu'il y a plus de risques. Non, mais chaque véhicule a un coût de risque. Oui, voilà. De toute façon, vous vendez, il y a plus de risques. Il peut y avoir plus de gains. C'est la vie aussi. Tout dépend de la promesse qu'on fait. Ça peut pas être sur le même véhicule parce que c'est pas la promesse qu'on a fait à nos investisseurs. Mais ça peut être un autre fonds à part. Comme demain, tu peux avoir un fonds qui intervient aussi à un autre stade. C'est plus chronophage parce que vous allez avoir peut-être plus de sociétés accompagnées et peut-être vous n'allez pas pouvoir allouer autant de temps assez petit que vous allouez aujourd'hui à vos clients, à vos investissements. C'est pas le même accompagnement d'ailleurs. Généralement, quand on regarde les fonds de capital risque, ils ont beaucoup plus d'entreprises en portefeuille que ce que nous on va viser. Bien sûr. En fait, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'avec un même véhicule, indépendamment de la promesse qu'on fait à nos investisseurs, c'est pas le même accompagnement, donc c'est pas le même type d'équipe. Donc c'est aussi une autre équipe à mettre en place. Pour accompagner les fondateurs. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est un vrai projet de développement entrepreneurial pour nous d'aller chercher ce fonds de capital risque. Bien sûr. On arrive à la fin. Voilà, pour cette fin, on aime bien avoir des questions un peu plus personnelles. C'est un petit cadeau qu'on fait à l'audience pour ceux qui sont restés jusque-là. D'abord, une première question individuellement, mais dans les contextes des French Food, parce que c'est les sujets d'aujourd'hui. Quel était pour vous les plus gros échecs, apprentissages et la plus grande fierté réussite?
Donc Laurent fait un signe à Perrine de commencer. Je décris. Merci Philippe. Il y a la vidéo sur YouTube pour voir les... pour l'échec, non, mais c'est vrai que la levée de fonds, c'est une suite de succès et d'échecs successifs. Oh, ouais. Et il y a beaucoup d'échecs, on nous dit souvent non. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, il faut être assez humble lorsque vous faites ça, parce que si vous prenez mal le non et vous prenez mal l'échec, vous allez mal vivre cette période-là. Donc, c'est vraiment et chaque fois, on se posait la question pourquoi on n'a pas réussi à le convaincre et ou est-ce qu'on s'est trompé en approchant cette personne, parce que quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais investi. Donc, c'est quand même du temps. On essaie de personnaliser les présentations, etc. Mais ça nous arrivait un grand nombre de fois, et je pense que ça nous arrivera encore un grand nombre de fois à faire face à des échecs. Quel est le taux de non par rapport à oui, en fait, dans la démarche, quel a été dans votre cas, en fait, plus ou moins? En fait, là, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Laurent, parce qu'aujourd'hui, je réfléchissais en disant finalement, je vois le résultat de cette trajectoire, et c'est notre plus grosse fierté, c'est d'avoir réussi à construire de zéro French Food Capital aujourd'hui avec notre énergie, nos convictions, comme n'importe quel entrepreneur qui construit quelque chose. Et on en a quasiment oublié la succession d'échecs et de non, parce qu'on voit que le résultat, et heureusement. Et c'est vrai que tu me demandes un pourcentage, je sais pas, parce que finalement, on a retenu que le oui est le résultat, et c'est ce qui fait avancer, et c'est ce qui fait avancer tous les entrepreneurs, parce que si on s'arrêtait aux échecs, je pense qu'on n'irait pas bien loin, puisque dès le début, c'est quand même, il y en a plus de noms. Il y a plus de noms qu'il faut surmonter pour aller plus loin, donc on les a oubliés. On a une autre. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un métier où il y a quand même beaucoup de frustration et beaucoup d'échecs aussi, puisque chaque fois que vous allez essayer de convaincre un dirigeant de l'accompagner, donc de devenir associé avec vous, tous les dirigeants n'acceptent pas. Vous ne mettez pas d'accord sur la valeur, ou vous n'êtes pas d'accord, ne serait-ce parce qu'il n'apprécie pas la manière les raisons pour lesquelles vous réussissez pas à investir, elles sont nombreuses. Et on a raté à un moment des investissements sur lesquels on avait beaucoup travaillé, et finalement l'entreprise a décidé de partir avec d'autres personnes. On parlait de la Piadinaria en Italie, par exemple. Ouais, mais aujourd'hui il y a certains investissements où on était extrêmement frustrés compte tenu du travail fourni de pas avoir été retenu, et aujourd'hui on est content de pas avoir été retenu, parce que le confinement, le Covid a complètement bouleversé les cartes. Donc des investissements qui nous paraissaient extrêmement pertinents, sur lesquels on aurait parié beaucoup il y a un an, parfois on les a ratés. Donc il faut aussi avoir de la chance dans ce métier. Parfois on a eu de la chance de les avoir ratés, alors qu'on considère que c'est un échec. Aujourd'hui on sait que c'est un succès de ne pas être investi dans ces entreprises-là. C'est très particulier. C'est peut-être l'inverse. Donc c'est aussi un métier d'humilité, parce que c'est quand même un pari qu'on fait quand on décide d'investir, et donc on est convaincu au moment où on le fait, et puis après, des fois, l'entreprise va pas bien, on essaie de l'accompagner comme on peut, et on pourra faire des erreurs d'investissement aussi, sauf qu'on le sait pas aujourd'hui, parce que c'est quand même encore assez récent. Et c'est vrai que je pense que c'est un métier, comme c'est un métier de projection et d'incertitude permanente, en fait, c'est... Moi, je ne suis pas du tout un investisseur professionnel. J'ai mis quelques tickets dans des startups, et ma plus grande frustration, c'est que moi, je suis un entrepreneur, j'aime bien toucher les choses, et quand on accompagne, on donne des conseils, on essaye d'aider les plus opérationnellement possible, mais à un moment donné, c'est pas notre boîte, et il y a un propriétaire, il y a un actionnaire principal, et moi, ça me cause un peu de frustration. J'ai mis en stand-by cette activité-là, mais je pense que pour vous, ça doit être difficile parfois de vouloir mettre la main et pas pouvoir aller au... C'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Oui. Enfin, nous, on sait que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'investir et d'accompagner, d'aider le dirigeant à accomplir ce qu'il souhaite accomplir. Et quand on s'est mis d'accord sur la vision où on veut aller l'entreprise, nous, on est là pour faciliter les choses. On n'est pas là pour faire à sa place, sinon on serait dirigeant de l'entreprise. Mais pour des profils entrepreneurs et opérationnels comme vous avez été dans votre vie auparavant, ça doit être difficile de se retenir. Non, parfois,
et de dire moi à leur place j'aurais fait ça, j'en sais rien moi. Le changement d'entrepreneur à investisseur est pas difficile, évident. pas évident, ouais, c'est un vrai métier quoi. Bien sûr. Et des fois d'ailleurs, c'est dans la relation, c'est pour ça que le choix de la personne, de la bonne entente avec la personne est importante, parce que même nous, enfin des fois se calibrer dans la relation avec le dirigeant, c'est pas toujours évident. Moi je sais que des fois ça m'arrive d'aller un peu loin, des fois. Mais en fait quand le dialogue simple est mis en place, généralement, le dirigeant, quand je vais un peu loin, il sait assez rapidement me le dire. Donc, le cadre. donc voilà. Et inversement, des fois, il me demande, c'est-à-dire comme dans ma vie d'avant, j'ai produit, enfin, notamment sur les sujets marketing, et des fois, il y en a qui me demandent de produire et de l'accompagner plutôt que d'aller payer une agence tout de suite, etc. Donc des fois, je produis, mais à la demande du dirigeant pour l'aider et pour l'accompagner. D'accord. Donc c'est cette relation un peu... Et puis notre rôle, c'est de garder ce recul aussi pour bien accompagner le dirigeant. Il ne faut pas non plus être trop impliqué. Ouais, donc il faut être capable de garder ce recul. Et donc notamment pour les entreprises où les fondateurs sont toujours là parce que ça n'a pas été un rachat à 100% et on n'a pas mis un dirigeant à la place. On n'aurait pas été capable. Moi, je ne suis pas capable. Je toujours pas de faire le métier de Samuel et Alex. Je ne suis pas capable d'Alexandre. Je suis pas capable de faire le travail qu'ils ont fait de sourcing, d'approche, etc. Donc, en revanche, avec le recul que j'ai, on peut les conseiller, les accompagner, leur dire en effet qu'il faut mieux structurer la direction financière de l'entreprise, et qu'un reporting plus précis va les aider à eux à prendre des décisions. Mais je suis quand même j'ai conscience quand même qu'ils ont bâti quelque chose et que nous on les accompagne là-dedans, mais on n'est pas capable de les remplacer quand même. On les a choisis d'ailleurs. Ouais, on les a choisis. Donc ça fait partie du projet. C'est la raison pour laquelle on a investi. Ils sont clés. On a encore une question rituelle dans le podcast, c'est quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur dans la food? Là, on va l'adapter dans votre cas. C'est quel conseil vous donneriez à un dirigeant dans la food qui s'intéresserait à vos services, et surtout après 2 heures d'écoute de podcast? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel conseil? De bien s'accorder sur les hommes et le projet. Enfin, je pense que vraiment, dès le début, au moment où on est en train de faire connaissance, de bien prendre le temps de connaître, puisque souvent on sous-estime que ces personnes-là, en fait, on va les voir tous les mois pendant 5 ans. Donc, il faut quand même bien s'entendre et s'assurer qu'on peut avoir un vrai dialogue avec ces personnes-là. Et puis après, le projet. Je pense que prendre ce temps-là avant d'essayer d'investir pour être sûr qu'on partage le même projet de l'entrée à la sortie en passant par tout le chemin de développement, je pense que c'est fondamental pour que ça devienne une vraie association. Sinon, ça devient un fonds qui nous a apporté des fonds propres et qui ont fait du reporting et avec qui, des fois, et qui ne comprend pas forcément les enjeux. Et je pense que c'est frustrant des deux côtés, en fait, cette relation-là. C'est ça, on a compris que ce n'était pas votre approche. Mais... Oui, il faut que les gens ils comprennent, surtout les restaurateurs, parce que c'est un métier c'est une industrie que je connais mieux. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un banquier, ils recherchent un sponsor, ou ils recherchent un associé. Nous, on est des associés. Donc, si vous recherchez un banquier, il y a des banquiers. Si vous cherchez un sponsor, parce que vous avez des bonnes idées, vous n'avez jamais gagné d'argent, vous cherchez un sponsor. Mais il ne faut pas se tromper. Enfin, la personne en face aussi non plus ne doit pas se tromper dans ce qu'elle recherche, elle, comme D'ailleurs, il y a des partenaire. dirigeants qui ne nous ont pas choisis parce qu'ils ne voulaient pas un investisseur présent. Trop présent. Donc, c'est pas toujours un... Et de prendre la question. Bien sûr. Et de prendre la parole, par exemple, dans les cadres de ces podcasts, ça va aider certains dirigeants qui souhaitent peut-être vous contacter, de voir déjà, avant de vous contacter, s'il y a un bon fit ou pas. Si votre ils ont passé 2 heures avec vous. Voilà, et ils vous connaissent déjà un petit peu. Ils ont tenu jusqu'au bout, mais... Globalement, on a des bons taux de complétion. Des très bons taux de complétion. Et pour ceux qui sont arrivés jusque-là, un petit cadeau à la fin qui n'était pas non plus un super cadeau. Ça dépend. Ne dévalorise pas la réponse de tes invités. Est-ce que vous avez un bon plein bouffe à partager? Ça peut être un restaurant, même si c'est un peu difficile en ces moments, mais des livres, des podcasts, des livraisons, des séries, films, quelque chose dans la bouffe qui vous a touché cette année, qui vous a inspiré? À part Terroir d'Avenir, tu veux dire? Non, Terroir d'Avenir, qui nous sponsorise. Il pourrait. Alors.
Alors moi, mais c'est vraiment Perrine Bismuth, consommatrice. Bien sûr, ça nous intéresse. Donc moi, j'habite Saint-Ouen, donc comme ça tout le monde va savoir où j'habite. Et il y a un resto qui a ouvert à Saint-Ouen qui s'appelle le Ripailleur. Et même pour les gens qui sont pas de Saint-Ouen, je vous invite à y aller parce que ils ont recréé un resto, un lieu de vie. Bistronomique avec un chef qui est passé par pas mal de restaurants étoilés, qui a décidé de faire vivre Saint-Ouen. Je trouve que c'est un super projet parce que bon, malheureusement maintenant ils sont fermés, mais ils sont fermés à partir de ce soir, mais du coup ils ont réussi dans une ville qui avait pas du tout ce niveau de restaurant d'installer quelque chose et d'en faire un vrai lieu de vie du côté de mairie de Saint-Ouen. Donc ça, c'est un vrai coup de cœur pour le projet. Et aujourd'hui, mon deuxième coup de cœur, c'est ce qu'a réussi à faire Pierre Sang, Pierre Sang-Boyer. Aussi bien dans ses restos qu'en livraison avec les bibimbap sur Deliveroo. Et je suis une grosse consommatrice du bibimbap. Je pense que j'en mange un par semaine. Et ça doit cartonner parce que... Et avec un rapport qualité-prix complètement dingue, quelque chose de cuisiné, sain, goûteux. Je trouve qu'il a vraiment réussi à créer quelque chose dans la world food asiatique. Et c'est un vrai chef entrepreneur comme qu'on en voit peu. Et il a fait ça avant les Covid, si je ne me trompe pas. Il a fait ça avant le Covid. Ça a accéléré le flux. Et toi, Laurent? Moi, je suis très curieux et j'essaye d'aller manger partout et chez tout le monde, régulièrement. Mon restaurant fétiche, c'est Racine des Prés. Mais ma frustration, c'est que je voulais absolument tester ce restaurant qui s'appelle Papi, rue Richer. Où c'est un chef japonais qui usine des pâtes. Et donc, il y a un cacio e pepe avec des pâtes japonaises. Et donc, je ne peux pas. C'est quoi? C'est du soba, du udon? C'est du soba. Il fait un soba cacio e pepe. Ah, ça doit être magnifique. Et donc, j'ai vérifié quand même si je pouvais aller chez lui dîner depuis une semaine. Et non, il est fermé à dîner. Donc, même ce soir, je ne peux pas y aller. Donc, tu devras attendre. C'est une grosse frustration. Je devais attendre quelques semaines avant d'aller découvrir ce restaurant. Et là, tu viens de qui me faisait très envie. Du coup, il y aura moins de place. On n'y allait pas. Et d'ailleurs, pour reboucler avec le début, sur Racine des Prés, le pâté en croûte de Racine des Prés est exceptionnel. On a parlé au tout début. Et le pâté en croûte de la boucherie Terroir d'Avenir rue Paulbert qui vient d'ouvrir est exceptionnel également. J'ai fait un peu de teasing aussi pour nos auditeurs. On aura début d'année prochaine un épisode avec Gilles et Nicolas Véraud, donc des experts. Là, on va parler. On va parler pointu. Deuxième frustration parce que je voulais aller manger, je voulais aller discuter et manger un bout avec Gilles parce que la période des fêtes arrive et que généralement en cette période-là, il fait un oreiller de la Belle Aurore. Ah oui. Oh là là là. Magnifique. Bon, j'ai faim maintenant. On aurait pu faire tout le podcast là-dessus. C'est quand on pourra faire si vous voulez. Une édition spéciale Bon Plan Bouffe. De Péridélan. Merci à tous les deux. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur